Il existe un silence au cœur de notre histoire. On nous a appris que la civilisation commença en Mésopotamie, parmi les canaux et les temples de Sumer. Mais sous ce récit, d'autres traces s'accumulent. Pierres usées par des mains oubliées, mythes parlant d'eau qui effacèrent le monde, souvenirs inscrits dans le ciel. Et si ces récits n'étaient là pas seulement des légendes? Et si Sumer n'était pas un commencement, mais un retour, la renaissance fragile d'hommes survivants, héritiers d'un âge effacé par une catastrophe, des glaciers brisés au continent englouti, une question persiste comme une ombre. Avons-nous oublié une histoire plus ancienne, perdue dans les abîmes du temps? Il existe dans les pierres les plus anciennes une mémoire qui échappe aux livres. Bien avant que l'écriture ne grave ses signes sur des tablettes d'argile, des hommes et des femmes se tenaient déjà face aux mystères du monde. Ils observaient dans les étoiles, suivaient dans le rythme des saisons, gravaient en des symboles dont le sens se dérobe aujourd'hui. Ces traces, si ténues qu'elles semblent être parfois imaginaires, forment pourtant un tissu fragile où s'esquisse une autre histoire, celle d'une humanité plus ancienne que celle reconnue par nos chroniques officielles. Lorsque l'on parle de commencement, le regard se tourne presque toujours vers la Mésopotamie. C'est là que l'on situe la naissance des villes, de l'écriture, des lois. Mais ce récit officiel repose sur une mémoire qui commence déjà après un effacement. Il suppose que tout ce qui précède ne fut qu'un long sommeil, un âge de chasseurs et de bergers errants. Pourtant, certaines pierres parlent autrement. Des ruines découvertes dans des lieux inattendus, sous la jungle, au sommet de montagnes, au fond des mers, semblent témoigner d'une organisation plus ancienne, d'un savoir déjà déployé. Des blocs parfaitement ajustés, des cercles de pierre alignés sur les équinoxes, des cartes gravées montrant des côtes aujourd'hui englouties. Il est difficile de croire que tout cela ne fut que hasard ou simple jeu d'ombre et de lumière. Les mythes, eux aussi, s'entêtent à raconter autre chose. Presque toutes les cultures gardent la mémoire d'un âge d'or suivi d'une chute. Les récits de déluge se retrouvent aussi bien en Mésopotamie qu'en Amérique du Sud, en Asie qu'en Océanie. Ils évoquent un monde englouti, une humanité effacée, des survivants qui recommencent sur une terre dévastée. Derrière ces histoires, une trame commune se dessine. L'idée que l'histoire ne commence pas mais recommence. Les archéologues prudents parlent parfois de proto-civilisation, comme si l'on pressentait un palimpseste sous la surface des choses. L'exemple de Göbekli Tepe, en Anatolie, trouble profondément notre compréhension du passé. Ce sanctuaire de pierre, vieux de plus de 11 millénaires, se dresse 1000 ans avant que l'agriculture ne soit supposée avoir transformé les sociétés humaines. Pourtant, ces piliers sculptés d'animaux, ces cercles savamment ordonnés, montrent une maîtrise symbolique et technique inattendue. Ce n'est pas une simple cabane de chasseurs, c'est un lieu de rassemblement, de culte, peut-être de mémoire. On y lit une organisation, une pensée collective, une architecture qui semble surgir d'un âge oublié. On pourrait dire qu'il ne s'agit que d'une exception, d'un caprice isolé de l'histoire. Mais lorsque les exceptions se multiplient, elles cessent enfin d'être marginales. Elles deviennent la trace d'un récit effacé. De l'Indus à l'Amazonie, des archéologues découvrent des sols anthropisés, des réseaux de canaux, des structures géométriques invisibles sans la technologie moderne. Comme si des peuples entiers avaient dessiné la Terre avant de disparaître dans l'ombre des millénaires. Le mystère s'épaissit lorsqu'on considère l'époque de la dernière glaciation. Il y a environ 12 000 ans, la fonte brutale des glaces bouleversa la surface du monde. Les mers montèrent de dizaines de mètres, avalant les côtes, les deltas, les terres basses, où les humains s'étaient installés. Des continents de mémoire disparurent sous les vagues. Si des civilisations avaient prospéré sur ces rivages, elles furent englouties en quelques siècles, laissant derrière elles des mythes de cités perdues, des cartes énigmatiques et des fragments de mémoire. Certains évoquent alors l'Atlantide, non comme un lieu précis mais comme un symbole, celui d'une humanité effacée par les Ocalezos. L'histoire racontée par Platon résonne étrangement avec d'autres récits dansant de terres englouties, Mu dans le Pacifique, Kumarikandam en Inde ou encore les îles mythiques des Celtes. Chaque peuple garde le souvenir d'un monde noyé, comme si une blessure commune avait marqué l'esprit humain. Dans ce contexte, Sumer apparaît sous un autre jour, non plus comme l'origine absolue, mais comme la résurgence fragile après un oubli. Les Sumériens eux-mêmes se disaient héritiers de rois antédiluviens, dont la longévité dépassait toute mesure. Dans leur liste royale, on lit des règnes s'étendant sur des milliers d'années avant le déluge, comme si le temps avait un autre rythme dans cet âge disparu.
On pourrait sourire de ces durées invraisemblables, mais leur présence constante interroge. Peut-être ne s'agit-il pas de nombres littéraux, mais de la marque d'un passé si éloigné qu'il échappe à toute mesure. L'archéologie moderne nous rappelle sans cesse notre fragilité face au temps. Ce que nous croyons durable ne résiste pas au siècle. Les cités les plus fières se réduisent en poussière, les monuments s'effondrent, les routes disparaissent grandes sous la forêt. Si une catastrophe globale survenait aujourd'hui, combien de traces subsisteraient après 10 millénaires? Nos gratte-ciels s'effondreraient, nos routes seraient effacées, nos villes avalées par la mer. Peut-être ne subsisteraient que des fragments, assez pour troubler un futur archéologue, trop peu pour transmettre la totalité de notre mémoire. Pourquoi en aurait-il été autrement pour des peuples plus anciens? Chaque ruine, chaque mythe, chaque carte étrange semble murmurer la même chose. L'histoire que nous croyons linéaire est en réalité faite de cercles. Des mondes apparaissent, s'élèvent, disparaissent, laissant derrière eux des traces trop faibles pour survivre au temps. Puis, de ces cendres, renaissent de nouvelles sociétés qui se croient en âme première. C'est dans ce silence entre les pierres et les eaux que se dessine une hypothèse troublante. Et si Sumer, au lieu d'être le berceau de la civilisation, n'était qu'un enfant tardif né après une nuit immense, et si, derrière les ruines silencieuses que nous découvrons à peine, se cachait l'écho d'un monde plus ancien, un monde que nous avons perdu non par négligence, mais par catastrophe, le fil de ce questionnement nous conduit plus loin encore. Car si une telle civilisation oubliée a existé, que nous disent bantôt les mythes qui parlent de déluges, de feux célestes, de soleils obscurcis? Et que reste-t-il dans nos mémoires collectives de ce cataclysme fondateur? Ainsi s'ouvre la porte vers une autre réflexion, non plus seulement sur ce qui fut, mais sur ce qui effaça. Car avant de parler des renaissances, il faut comprendre la destruction. Et dans presque toutes les traditions, c'est le déluge qui porte cette mémoire d'anéantissement. Lorsque l'on contemple les tablettes d'argile couvertes de signes cunéiformes, on pourrait croire que l'humanité y inscrit pour la première fois sa mémoire. Pourtant, derrière chaque caractère gravé dans la glaise se devine une ombre plus profonde, celle d'un passé qui ne dit pas son nom. Les Sumériens se présentent comme les fondateurs de la civilisation, mais leur propre récit suggère évidemment qu'ils héritaient quand s'en montaient déjà d'un savoir qui venait d'ailleurs, d'un avant effacé par le temps et les eaux. Leur écriture est une réapparition, non une invention isolée, comme si les survivants d'un monde brisé avaient ressenti le besoin urgent de fixer à nouveau les souvenirs dans la matière, de peur que l'oubli n'engloutisse une fois de plus leur mémoire. Dans leurs chroniques, les Sumériens ne commencent pas leur histoire avec eux-mêmes. Ils parlent d'un temps antédiluvien, d'un âge où régnaient des rois au pouvoir incommensurable, des souverains dont la durée de vie se compte en millénaires. Ces chiffres, si invraisemblables qu'ils semblent appartenir au domaine du mythe, peuvent se lire autrement, non pas comme une mesure réelle du temps, mais comme l'écho déformé d'un passé si vaste que la mémoire humaine ne pouvait le saisir qu'à travers des symboles. Ces rois d'avant le déluge ne seraient-ils pas les silhouettes d'une civilisation disparue, préservées seulement par des fragments de légendes, où les archéologues, dans leur prudence, rappellent que les Sumériens furent les premiers à construire des cités-États organisées, dotées de temples, de lois, de systèmes d'irrigation. Pourtant, ce que l'on admire comme un début ressemble davantage à une reprise, car l'art d'organiser l'espace, de diriger l'eau, de concevoir des panthéons, apparaît d'une manière trop soudaine pour n'être qu'une simple progression issue de tribus nomades. Entre les villages néolithiques et les grandes cités de Sumer, il manque une marche. Cette absence intrigue. C'est comme si un souvenir enfoui avait ressurgi, porté par quelques gardiens d'un savoir ancien. Les mythes sumériens eux-mêmes portent la trace de ce recommencement. L'épopée de Gilgamesh raconte le déluge universel et la survie d'Utanapishtim, sauvé sur une embarcation immense pour préserver la vie après la catastrophe. Ce récit précède celui de Noé et lui ressemble étrangement, comme un archétype partagé par les cultures qui ont vu leur monde s'effacer. Le déluge, dans ce cadre, n'est pas une simple métaphore. Il devient la mémoire d'un cataclysme réel, transmis sous diverses formes, rappelant que l'humanité a dû renaître après avoir frôlé son extinction. Lorsque les Sumériens décrivent leur panthéon, on y retrouve une image étrange, des dieux venus du ciel, porteurs de savoir, qui enseignent aux hommes l'art de l'agriculture, de la médecine, de l'astronomie. On pourrait y voir des inventions symboliques, mais il est aussi possible d'y lire la trace de maîtres plus anciens, figures mythifiées de peuples qui, avant eux, détenaient déjà un savoir avancé.
Ces dieux pourraient être la mémoire transformée de survivants d'un âge antérieur, des êtres humains devenus surhumains dans le souvenir de ceux qui tentaient de reconstruire après la ruine. L'urbanisme de Sumer trahit aussi cette mémoire brisée. Les cités sont conçues selon des plans élaborés, leurs temples orientés en fonction des astres, leurs ziggourats dressés, kannitsa, comme des montagnes artificielles reliant la terre et le ciel. Ce n'est pas le geste hésitant d'un peuple découvrant le monde, mais celui d'une civilisation qui tente de rétablir un ordre ancien, de reconstituer une harmonie perdue. Chaque brique de leurs édifices résonne comme une tentative d'écho à une grandeur disparue. On observe dans leurs récits un sentiment d'urgence, comme si la civilisation devait renaître rapidement avant que tout ne s'efface. L'invention de l'écriture en est un signe, car si l'on se contente de vivre, la transmission orale suffit. Mais lorsque l'on craint de perdre un savoir, lorsque l'on veut préserver l'essentiel après une destruction, on grave les mots dans la pierre ou dans l'argile. L'écriture sumérienne n'est donc pas seulement un outil administratif, elle est un acte de résistance contre l'oubli, une volonté de sauvegarder une mémoire antérieure. Les Sumériens inscrivaient non seulement des contes et des lois, mais aussi des hymnes, des mythes, des généalogies trempes de rois. Tout cela ressemble à une tentative de relier leur présent à une chaîne plus longue, brisée mais encore perceptible. Ils savaient peut-être confusément qu'ils n'étaient pas les premiers. Leur histoire porte déjà la nostalgie d'un âge perdu, l'ombre d'un monde englouti. Il est frappant de constater que d'autres peuples, loin de la Mésopotamie, partagent la même intuition. Les Égyptiens parlent de dynasties antédiluviennes, de règnes divins précédant les pharaons. Les Mayas évoquent des soleils successifs, des mondes détruits, puis recréés. Les traditions hindoues décrivent des âges cycliques, où l'humanité se relève après des catastrophes cosmiques. Dans ce tissage de mythes, Sumer n'apparaît plus comme une exception, mais comme l'un des nombreux lieux où l'homme s'est relevé après un effondrement global. Dans les vallées fertiles du Tigre et de l'Euphrate, la terre porte elle aussi la mémoire de bouleversements anciens. Des dépôts de limon, des couches de sédimentaires révèlent quand de grandes inondations qui auraient pu nourrir la mémoire d'un déluge. Ces traces géologiques viennent rappeler que les mythes ne surgissent pas du néant. Ils se nourrissent d'événements réels, amplifiés par la peur et la mémoire collective. Ce que Sumer a raconté à travers ses tablettes n'est peut-être que l'écho d'un cataclysme planétaire, inscrit dans la chair même de la Terre. Ainsi, ce que nous appelons commencement est peut-être le reflet d'une survie. Sumer n'aurait pas inventé la civilisation comme on l'affirme trop rapidement, mais l'aurait réinventée, reconstruite avec les moyens et les souvenirs d'un peuple marqué par une perte immense. Comme un enfant qui dessine de mémoire le visage d'un parent disparu, les Sumériens ont tenté de reproduire un ordre plus ancien, sans jamais pouvoir en retrouver toute la grandeur. L'idée même de recommencement change notre perception du temps. L'histoire humaine n'est plus une ligne droite qui s'élève, mais une suite de cercles où l'homme s'efface et renaît. Chaque cycle laisse des traces plus ou moins visibles, des fragments de mémoire que nous recueillons comme des éclats. Sumer, loin d'être l'origine absolue, serait l'un de ces éclats, précieux parce qu'il témoigne d'une renaissance, fragile et consciente de l'abîme dont elle sortait. Et si nous acceptons cette perspective, alors une autre question surgit. Quel fut réellement le cataclysme qui brisa la mémoire ? Quels furent ces événements si puissants qu'ils effacèrent presque tout, ne laissant qu'un fil ténu de survivants et de mythes. Pour comprendre le recommencement, il faut regarder l'effacement. Et dans presque toutes les traditions, c'est l'eau qui joue ce rôle. L'eau dévastatrice, l'eau qui recouvre, l'eau qui efface les villes et les souvenirs. C'est vers ce mystère que nous conduit la mémoire brisée de Sumer, car derrière ces rois, ces temples et ces récits, résonne toujours la même question. Qu'avons-nous perdu avant de renaître ? Depuis les premiers récits humains, une image revient avec insistance, obsédante comme un souvenir commun, celle des eaux qui montent et engloutissent tout. Ce thème du déluge est universel. On le retrouve dans les tablettes mésopotamiennes, dans les traditions bibliques, dans les épopées indiennes, dans les récits des peuples amérindiens et jusque dans les mythes polynésiens. Comme si chaque civilisation, aux quatre coins du monde, avait gardé la mémoire d'une catastrophe immense, assez terrible pour marquer à jamais l'esprit humain. Derrière la diversité des récits, une trame unique se dessine. Une humanité décimée par les eaux, un monde effacé par une mer déchaînée, et quelques survivants chargés de recommencer l'histoire. Il serait tentant de réduire ces légendes à de simples symboles, à des métaphores de purification ou de renaissance.
mais la répétition de ce motif dans des cultures séparées par des océans et des millénaires interroge. Comment expliquer qu'autant de peuples, sans contact entre eux, aient raconté la même chose? L'hypothèse d'un souvenir collectif devient alors difficile à écarter. Peut-être ces récits ne sont-ils pas seulement des inventions, mais les traces déformées d'un événement réel, d'un cataclysme planétaire gravé dans la mémoire des survivants. L'histoire géologique du monde semble donner un écho à ces mythes. Vers la fin de la dernière ère glaciaire, il y a environ 12 000 ans, les calottes polaires commencèrent à fondre de manière rapide et brutale. Le niveau des mers monta de dizaines de mètres, recouvrant des territoires immenses. Des plaines fertiles, des deltas habités, des côtes entières furent avalées par les eaux en quelques générations. Les hommes qui vivaient là, installés près des rivages nourriciers, furent forcés de fuir, emportant avec eux le souvenir de terres perdues à jamais. Si des cultures avancées s'étaient développées dans ces zones aujourd'hui submergées, il n'en resterait que peu de traces visibles. Les cités côtières auraient disparu sous les vagues, les ports et les temples se trouveraient à des dizaines de mètres sous la surface. Il n'est donc pas surprenant que les archéologues terrestres n'en retrouvent presque rien. Mais la mémoire humaine, elle, aurait conservé l'image de cette perte à travers les mythes du déluge. Dans la Bible, l'histoire de Noé raconte comment un homme averti construisit une arche pour sauver sa famille et les animaux de la destruction. Ce récit est précédé par celui de l'épopée de Gilgamesh où Uta-Napishtim survit à une inondation grâce à un navire gigantesque. En Inde, les textes védiques parlent de Manu, sauvé par un poisson divin qui l'avertit des eaux montantes. En Amérique, les Mayas évoquent la destruction des hommes de bois par un grand flot. Chez les Grecs, Deucalion et Pyrrha échappent à la noyade et repeuplent le monde. Chaque version est différente, mais toutes racontent la même chose. Une destruction globale suivie d'une survie fragile et d'une reconstruction. Certains chercheurs modernes considèrent que le déluge est le souvenir de la montée des mers à la fin de l'ère glaciaire. D'autres avancent qu'il pourrait s'agir de catastrophes plus localisées, comme des effondrements de glaciers provoquant des inondations gigantesques. Mais il est frappant que la mémoire de ces événements se soit transmise si longtemps jusqu'à modeler les mythologies et les religions des siècles suivants. L'homme n'a jamais oublié la peur des eaux. À travers ces récits, on perçoit aussi un autre aspect, la conscience de la fragilité humaine face aux forces cosmiques. Le déluge n'est pas seulement une pluie prolongée, c'est un bouleversement total de l'ordre du monde. Les montagnes se couvrent d'eau, les continents s'effacent, le ciel devient indistinct. La vie elle-même semble remise à zéro. Cette image correspond à un traumatisme collectif, celui de populations entières voyant leurs terres disparaître. L'eau, source de vie, se transforme en puissance de mort et d'effacement. Il existe également des indices matériels qui renforcent cette hypothèse d'un souvenir d'inondation mondiale. Au large des côtes indiennes, près du golfe de Cambé, des chercheurs ont découvert sous les eaux des structures qui pourraient être les vestiges de villes anciennes, aujourd'hui submergées. Dans la mer du Japon, les mystérieuses formations de Yonaguni, ressemblant à des terrasses et des escaliers sculptés, alimentent le débat entre nature et construction humaine. Dans la Méditerranée, des cartes anciennes semblent indiquer des rivages aujourd'hui noyés. Ces indices, bien que controversés, convergent vers une même idée. Une partie du passé humain dort sous les océans. Ce qui frappe dans la symbolique du déluge, c'est l'idée de purification. Les survivants ne sont pas seulement des rescapés, ils sont les porteurs d'un nouvel ordre. Dans chaque récit, après la catastrophe, l'humanité recommence différemment. Elle reçoit de nouveaux codes, de nouvelles lois, parfois même une nouvelle relation avec le divin. Comme si la catastrophe, au lieu de n'être qu'une fin, ouvrait aussi une autre voie. L'eau détruit, mais elle lave aussi. Elle efface un monde ancien pour permettre la naissance d'un autre. La question demeure, quel était ce monde ancien, effacé par les eaux? Était-il une civilisation organisée, dotée d'un savoir avancé, ou simplement un ensemble de cultures néolithiques déjà établies sur les rivages? Les mythes parlent souvent de savoirs perdus, d'âges d'or, de royaumes florissants. Peut-être ces descriptions ne sont-elles que des amplifications poétiques, mais peut-être sont-elles aussi le souvenir d'un âge où l'homme avait déjà commencé à se rassembler, à bâtir, à penser le cosmos. L'effacement par les eaux aurait alors brisé cette première tentative, obligeant les survivants à recommencer plus modestement.
Dans la tradition mésopotamienne, après le déluge, les dieux décident de limiter la vie des hommes, comme si l'humanité devait désormais vivre plus brièvement, avec moins de puissance. Dans la tradition biblique, après Noé, un nouvel ordre moral est établi. Dans les récits grecs, Deucalion et Pyrrha recréent une humanité issue de pierre, comme une renaissance plus humble. Tous ces récits traduisent en une même idée. L'homme d'après n'est pas le même que l'homme d'avant. Quelque chose s'est brisé, quelque chose s'est perdu. On pourrait dire que le déluge est une métaphore universelle de la mémoire brisée. L'eau efface les traces, mais l'esprit garde le souvenir. Comme des fragments emportés par le courant, les mythes survivent, portés par les peuples qui s'efforcent de comprendre leur passé. Ce que nous appelons aujourd'hui l'histoire pourrait n'être que l'un des nombreux recommencements après des effacements successifs. L'écho des déluges n'est donc pas seulement une légende, mais une question qui plane encore. Qu'avons-nous réellement perdu sous les mers ? Quelle terre, quelle cité, quel savoir repose désormais dans le silence des profondeurs ? Nous commençons à peine à sonder les océans, avec la même curiosité que nous fouillons les déserts. Et peut-être qu'un jour, sous les vagues, apparaîtront des preuves plus claires de ce monde englouti dont parlent les anciens récits. Et si tel est le cas, alors une évidence s'imposera. Ce que nous appelons civilisation n'est pas né d'un seul geste, mais d'un long cycle d'effacement et de renaissance. Après le déluge, l'homme a recommencé. Et chaque recommencement porte avec lui la nostalgie de ce qui fut perdu. C'est vers cette nostalgie que nous conduit le fil du récit. Car si les eaux ont effacé, elles ont aussi laissé derrière elles des signes, des pierres, des sanctuaires, des alignements mystérieux qui défient trop notre compréhension. Le prochain pas est celui de contempler ces vestiges, comme Göbekli Tepe, qui semblent appartenir à un monde plus ancien que tout ce que nous connaissons. Il est des instants dans l'histoire de la Terre où tout bascule, où la nature se transforme si radicalement que les paysages, les climats et les peuples ne peuvent rester les mêmes. La fin de la dernière glaciation fut l'un de ces instants. Durant des millénaires, d'immenses calottes de glace avaient recouvert une partie de l'hémisphère nord, étouffant les continents sous leur poids. Les océans, prisonniers de cette glace, avaient reculé, révélant des terres aujourd'hui disparues. De vastes plaines reliaient alors des continents que nous connaissons séparés. L'Europe et la Grande-Bretagne, la Sibérie et l'Amérique, l'Inde et les îles de l'Asie du Sud-Est. L'humanité vivait sur un monde différent, plus vaste, plus ouvert, mais aussi plus fragile. Puis, en l'espace de quelques siècles, ce monde s'effaça. Le climat se réchauffa, les glaciers se mirent à fondre, et la mer se remit en mouvement. Ce qui avait été gagné par les hommes fut perdu sous les flots. Les rivages reculèrent, les terres furent englouties, les passages disparurent. Ce fut une ère de bouleversement, où l'humanité dut s'adapter à un paysage qui se transformait sans cesse, comme si la terre elle-même se souvenait de sa puissance et la déchaînait contre ses habitants. La mémoire de ces bouleversements est encore inscrite dans les mythes des peuples. De l'Europe à l'Océanie, des récits parlent de continents disparus, d'îles submergées, de royaumes engloutis. Derrière ces légendes se cache une vérité géologique. Le retrait des glaciers fut un événement d'une violence inouïe. Ce n'était pas une lente modification imperceptible, mais des épisodes brutaux, marqués par des effondrements de calottes glaciaires, des déversements colossaux d'eau douce dans les océans, des inondations qui pouvaient transformer en mer des vallées entières. L'homme qui avait construit sa vie sur ces rivages généreux se trouva pris au piège. Des villages, des sanctuaires, des routes disparurent sous les eaux. Les habitants furent contraints de fuir vers l'intérieur des terres, emportant avec eux des souvenirs de mondes perdus. Ces souvenirs se fixèrent dans leurs récits, se transformant au fil du temps en mythes de déluge, de cités englouties, de dieux vengeurs. Mais à l'origine, il s'agissait peut-être simplement de la mémoire d'une réalité, voir la mer avancer chaque année, détruire des foyers, recouvrir des lieux sacrés. Les scientifiques parlent aujourd'hui de terres noyées comme Doggerland, cette vaste plaine qui reliait la Grande-Bretagne à l'Europe continentale et qui fut lentement avalée par la mer du Nord. Des ossements humains, des outils de pierre, des restes de forêt y reposent encore, engloutis. On pourrait multiplier les exemples. Sundaland, en Asie du Sud-Est, qui s'étendait bien au-delà des rivages actuels. La plaine du golfe Persique, que certains chercheurs voient comme un possible berceau de récits mésopotamiens, ou encore les terres basses d'Otkirin de l'Amérique du Nord, envahies par les eaux du Saint-Laurent et de la baie de Hudson. Chacune de ces disparitions a laissé une cicatrice dans la mémoire humaine. Ce qui rend ces bouleversements si troublants,
c'est leur brutalité. L'homme préhistorique, habitué à des rythmes lents, dut affronter des changements rapides. Des générations virent la mer progresser à vue d'œil, détruire ce qui semblait immuable. Dans un monde où la survie dépendait de la stabilité des saisons et de la terre, un tel bouleversement devait apparaître comme une fin des temps. L'expérience collective d'une perte totale se grava dans la conscience humaine comme une apocalypse. Mais dans ces destructions se cachaient aussi des renaissances. Les vallées fertiles laissées par les glaciers devinrent des terres riches où l'agriculture put s'épanouir. Les nouveaux rivages ouvrirent l'homme aux échanges maritimes, aux voyages, à la rencontre des autres. L'effacement des anciens mondes força l'humanité à se réinventer. La fin de la glaciation, si tragique fut-elle, marqua aussi le début d'une nouvelle ère, où les premières civilisations pures nachurent s'élever. On comprend alors que le mythe du déluge, loin d'être un simple récit de destruction, est aussi un récit de transition. Il raconte à la fois la perte et la naissance, la douleur et l'espérance. Ce qui fut effacé par les eaux devint le socle de ce qui allait suivre. L'humanité, marquée par cette mémoire, construisit ses civilisations avec une conscience accrue de sa fragilité. Peut-être est-ce là l'origine de cette volonté farouche de bâtir des monuments de pierre, des temples, des sanctuaires, une tentative de défier le temps et les éléments, d'affirmer la permanence face à l'instabilité du monde. Les mythes de continents engloutis, comme l'Atlantide, trouvent ici une résonance particulière. Qu'il ait existé ou non, ce récit incarne l'idée universelle d'un monde perdu sous les eaux, d'une civilisation brillante effacée par un cataclysme. L'Atlantide n'est pas seulement un lieu hypothétique. Elle est la métaphore de toutes les terres disparues, de tous les royaumes noyés par la montée des mers. Chaque peuple dans ses récits a sa propre Atlantide, qu'il l'appelle Mu, Kumari Kandam ou les îles des Bienheureux. Il est fascinant d'imaginer ce que contenaient ces mondes effacés. Des villages simples, sans doute, mais peut-être aussi des sanctuaires, des lieux de rassemblement, des savoirs qui ne nous sont pas parvenus. Si des peuples avaient commencé à développer une proto-civilisation, à ériger des monuments, à organiser leur société, la montée des eaux aurait suffi à les effacer presque entièrement, ne laissant que des vestiges éparpillés, difficiles à interpréter. Cela expliquerait pourquoi certaines constructions, comme celle de Göbekli Tepe, apparaissent soudainement, sans transition apparente. Elles seraient les héritières de traditions plus anciennes, déplacées et transformées après la perte des anciens foyers. La disparition des glaciers et l'élévation des mers marquent donc une double dynamique, effacement des mondes anciens et ouverture vers de nouveaux horizons. L'humanité, contrainte à l'exil, porta avec elle les souvenirs de ce qu'elle avait perdu et les transforma en récits, en mythes, en rites. Chaque récit de déluge est aussi une leçon. Il rappelle que rien n'est éternel, que les civilisations les plus solides peuvent être balayées en un instant par les forces de la nature. Il nous reste aujourd'hui à écouter ces récits avec attention, non pas comme de simples contes, mais comme des témoignages d'un passé révolu. Car si les glaciers se sont retirés il y a des millénaires, le souvenir de leur départ continue de résonner dans notre culture. Chaque temple, chaque ziggourate, chaque pyramide peut être vu comme une réponse à cette expérience traumatique, l'affirmation que l'homme, malgré tout, veut durer, veut inscrire son existence dans la pierre pour résister à l'oubli. Ainsi, la fin de la glaciation n'est pas seulement un événement géologique, mais une fracture fondatrice dans l'histoire humaine. Elle marque le passage d'un monde à un autre, d'une humanité dispersée à une humanité qui se rassemble et construit. Mais elle nous rappelle aussi que ce que nous appelons commencement n'est souvent que la suite d'un effacement. Et lorsque l'on contemple les vestiges de ces âges anciens, les cercles de pierre dressés dans les plaines, les sanctuaires oubliés sous la terre, une question demeure. Que reste-t-il vraiment des mondes effacés par les eaux ? C'est vers l'un de ces lieux, Göbekli Tepe, que nous conduit le fil de ce récit. Un sanctuaire vieux de plus de 11 millénaires, dont les pierres murmurent encore l'écho d'un âge qui précéda l'histoire écrite. Au sommet des collines d'Anatolie, dans une région balayée par les vents et les silences, se dresse un lieu qui trouble nos certitudes. Göbekli Tepe, découvert à la fin du XXe siècle, a bouleversé l'histoire que nous pensions connaître. Ces cercles de pierre, ces piliers massifs ornés de sculptures animales, ces alignements soigneusement ordonnés appartiennent à un temps où, selon nos manuels, l'homme n'était qu'un chasseur errant, incapable de bâtir de tels sanctuaires. Et pourtant ce site se dresse, témoin muet, d'un savoir que nous pensions impossible à cette époque. Les datations situent Göbekli Tepe à plus de 11 000 ans avant notre ère.
Cela signifie qu'il fut érigé bien avant l'apparition des villes, avant même l'invention de l'agriculture telle que nous la concevons. C'est un paradoxe troublant. Comment des communautés que l'on imagine primitives ont-elles pu organiser un tel chantier, dresser des blocs de plusieurs tonnes, concevoir une architecture symbolique si complexe? Cette énigme nous force à repenser nos récits. Peut-être que la civilisation n'est pas née soudainement en Mésopotamie, mais qu'elle s'était déjà esquissée dans des temps beaucoup plus reculés avant d'être effacée puis réapprise. Les piliers de Göbekli Tepe sont sculptés avec un soin qui surprend. On y voit des renards, des sangliers, des oiseaux, des serpents, parfois disposés avec une symétrie qui suggère un langage oublié. Ces représentations animales pourraient en être des symboles totémiques, des gardiens d'un monde spirituel ou encore des fragments d'un récit cosmologique perdu. Certains piliers, en forme de T, semblent représenter des silhouettes humaines, stylisées, des figures dressées vers le ciel. Il y a dans cette architecture une intention qui dépasse le simple abri ou l'utilité pratique. Göbekli Tepe est un lieu de mémoire, un lieu sacré, peut-être la trace d'une cosmologie antérieure. Ce qui intrigue davantage encore, c'est le fait que ce sanctuaire ait été volontairement enfoui par ceux qui l'avaient construit. Comme si l'on avait voulu le cacher, le protéger ou peut-être sceller une époque révolue. Ce geste étrange ajoute une couche de mystère. Qu'ont voulu transmettre ou effacer ces bâtisseurs en ensevelissant leur propre œuvre? Était-ce une manière de préserver un souvenir pour les générations futures, ou au contraire de mettre fin à un cycle, d'enfermer un savoir trop lourd? Les archéologues ont longtemps considéré que l'agriculture avait précédé les temples, que les hommes avaient d'abord appris à cultiver, puis à bâtir. Göbekli Tepe inverse ce schéma. Ici, le sacré précède l'économie. Ce lieu semble avoir été érigé par des communautés de chasseurs-cueilleurs, rassemblés pour une œuvre commune qui les dépasse. Certains chercheurs pensent que c'est précisément la nécessité d'organiser de tels chantiers, de nourrir les ouvriers, de maintenir un culte, qui a poussé ces groupes à inventer de nouvelles formes de société, à domestiquer les plantes et les animaux. Ainsi, le temple aurait engendré l'agriculture, et non l'inverse. Cette inversion bouleverse notre compréhension de l'histoire humaine. Mais au-delà de la question des origines sociales, Göbekli Tepe nous confronte à un silence plus profond. D'où venait l'idée d'ériger un tel lieu? Pourquoi orienter les piliers selon certains alignements célestes? Pourquoi sculpter avec tant de précision des symboles que nous ne savons plus lire? Certains chercheurs y voient la trace d'une mémoire plus ancienne encore, héritée d'un monde effacé. Peut-être que les bâtisseurs de Göbekli Tepe n'inventaient pas, mais reproduisaient de manière fragmentaire ce qui leur avait été transmis par des ancêtres survivants d'un âge englouti. La disposition circulaire des enceintes suggère une vision du monde ordonnée, presque cosmique. Chaque pilier semble occuper une place précise, comme les pièces d'un calendrier ou d'une carte céleste. Certains alignements ont été interprétés comme des repères astronomiques liés au lever ou au coucher de certaines étoiles. Si tel est le cas, cela impliquerait que ces peuples maîtrisaient déjà une observation du ciel bien plus fine que ce que l'on croyait possible à cette époque. Ce n'était pas un hasard, mais une science symbolique, un langage des étoiles inscrit dans la pierre. La comparaison avec d'autres sites lointains accentue le mystère. À des milliers de kilomètres de là, d'autres cercles de pierre, comme ceux de Stonehenge, témoignent de la même obsession pour les cycles célestes. Bien qu'ils soient dans plus récents, ils semblent appartenir à une même lignée de pensée, une tradition ancienne qui aurait traversé le temps et les continents. Göbekli Tepe en serait l'un des plus anciens témoins, un chaînon reliant les mythes à une réalité archéologique. Il est possible aussi que ce sanctuaire ait servi de lieu de mémoire après une grande catastrophe. Les représentations animales pourraient symboliser un monde disparu, une faune plus abondante, un environnement bouleversé. Certains motifs, comme les oiseaux ou les serpents, sont interprétés comme des signes de transition entre la vie et la mort, entre le monde visible et l'invisible. Göbekli Tepe pourrait être une tentative de figer dans la pierre l'expérience d'une humanité marquée par un cataclysme, celui des glaciers, qui fondaient, des mers qui montaient, des mondes qui s'effaçaient. La force de ce lieu tient dans le paradoxe qu'il représente, trop ancien pour correspondre à notre chronologie, trop élaboré pour être attribué à des chasseurs-cueilleurs, trop symbolique pour être réduit à une simple curiosité. Il dérange parce qu'il ne s'intègre pas dans le récit linéaire de la civilisation. Il est comme une cicatrice qui rappelle que notre mémoire historique est fragmentaire,
Chaque pierre de Göbekli Tepe semble parler d'un monde où l'homme était déjà capable d'imaginer le cosmos, de l'inscrire dans la matière, de se rassembler pour célébrer une réalité qui le dépasse. Ce monde n'était pas un âge naïf, mais un âge déjà riche de symboles, peut-être héritier d'un passé plus lointain encore. Lorsque l'on marche parmi ces piliers, on a le sentiment d'entrer dans un espace hors du temps, un espace où l'homme ne cherche pas seulement à survivre, mais à dialoguer avec l'invisible. Les pierres se dressent comme des silhouettes figées dans une prière silencieuse. Elles témoignent que, dès les origines, l'humanité portait en elle ce besoin de relier la terre et le ciel, la mémoire et l'oubli, la vie et la mort. Göbekli Tepe ne nous donne pas toutes les réponses, mais il nous oblige à poser d'autres questions. Et si ce sanctuaire n'était pas une exception, mais le vestige d'une tradition plus vaste dont la plupart des traces ont disparu? Et si, derrière ces pierres, se cachait l'écho d'une civilisation effacée, dont il ne nous reste que des fragments disséminés à travers le monde? En contemplant ce lieu, nous pressentons que ce que nous appelons histoire n'est qu'une surface fragile. Sous cette surface, d'autres récits attendent, enfouis comme les enceintes de Göbekli Tepe, prêts à ressurgir pour troubler nos certitudes. Et c'est justement vers ces récits que nous devons nous tourner. Car les mythes ne sont pas de simples fables, ils pourraient très bien être la clé qui nous relie à cet âge perdu. L'étape suivante est de plonger dans ces histoires anciennes, de comparer les voix des peuples et d'entendre ce qu'elles répètent inlassablement, qu'il y eut un âge d'or suivi d'une chute, et qu'au-delà de la mémoire écrite se cache l'ombre d'un monde oublié. Lorsque l'on traverse les cultures, séparées par des océans et des millénaires, une étrange familiarité surgit dans leurs récits. Des histoires venues d'Orient résonnent avec celles de l'Occident, les légendes de l'Amérique rappellent celles de l'Inde, et les traditions africaines trouvent un écho dans celles de l'Océanie. Cette ressemblance troublante ne peut être réduite à une simple coïncidence. Derrière ces ressemblances se cache peut-être une mémoire partagée, un souvenir d'événements qui dépassèrent sur les frontières et marquèrent de l'humanité entière. Les mythes, comme des miroirs déformés, reflètent un même traumatisme, l'effacement d'un monde et la naissance d'un autre. Dans l'ancienne Grèce, on parlait des âges successifs de l'humanité. L'âge d'or, où les hommes vivaient en harmonie avec les dieux, fut suivi de l'âge d'argent, puis de l'âge de bronze, marqué par les guerres et la décadence, avant que ne vienne l'âge de fer, celui de la souffrance et de la perte. Ce récit n'est pas isolé. Dans les textes védiques de l'Inde, on retrouve une structure semblable. Les 4 yugas, des cycles où l'humanité connaît successivement un apogée spirituel, puis une dégradation progressive. Dans les traditions mésoaméricaines, les Mayas et les Aztèques racontent que le monde a déjà connu plusieurs soleils, chacun détruit par une catastrophe, eau, feu, vent ou tremblement de terre, avant que le nôtre ne prenne forme. À première vue, ces récits semblent appartenir à des imaginaires indépendants, fruits de traditions religieuses différentes. Pourtant, la répétition du même motif interroge. Pourquoi l'humanité se décrit-elle partout comme étant issue d'un âge plus grand, plus lumineux, qui s'est effondré? Pourquoi cette conviction universelle d'un passé glorieux suivi d'une chute? Ce schéma semble porter la marque d'une mémoire brisée, où la nostalgie d'un âge perdu se transforme en mythe. Les peuples autochtones d'Australie racontent eux aussi l'existence d'un temps du rêve, une ère fondatrice où les ancêtres mythiques façonnèrent le monde et où les hommes vivaient différemment, en lien direct avec le sacré. Chez les Dogons du Mali, des traditions parlent de savoirs astronomiques étrangement précis, transmis par des ancêtres venus d'un âge primordial. Les Polynésiens, dispersés sur des îles éloignées, gardent la mémoire de terres disparues, de royaumes engloutis par la mer. Ces récits, dispersés mais convergents, dessinent la trame d'une mémoire globale. Il est possible que ces mythes ne soient non pas des inventions, mais la manière dont des peuples ont traduit dans leur langage symbolique l'expérience de catastrophes réelles. Un monde de glace qui fond, des mers qui montent, des terres fertiles englouties, de tels bouleversements auraient marqué la conscience collective. Pour transmettre cette mémoire, les anciens ont recouru au langage du sacré, aux histoires cycliques, aux images de dieux et de héros. Le mythe devient alors une archive, non pas factuelle, mais émotionnelle et symbolique, d'un passé oublié. L'un des aspects les plus fascinants de ces mythes jumeaux est la précision avec laquelle ils décrivent les destructions. Le récit du déluge, par exemple, apparaît en Mésopotamie avec l'histoire d'Utanapishtim, en Inde avec Manu, en Grèce avec Deucalion, en Amérique avec les Mayas et leurs hommes de bois balayés par l'eau. Chaque culture raconte la même chose. La mer monte, les pluies tombent, l'humanité est effacée, quelques survivants préservent la vie.
il est difficile de croire que ces ressemblances ne soient qu'un hasard. Elles ressemblent à des échos d'un même événement, réinterprétés par des peuples dispersés. Mais les mythes ne parlent pas seulement de destruction. Ils parlent aussi de savoir ancien, de connaissances maintenant perdues. Dans les récits du grec, Prométhée apporte le feu aux hommes, rappel d'un savoir venu d'ailleurs. Chez les Égyptiens, Thoth est le dieu de l'écriture et du calcul, porteur de sciences blevenussant d'un temps antérieur. Dans les Andes, Viracocha est décrit comme un être qui enseigna l'agriculture et l'architecture avant de disparaître. Dans chaque culture, des figures apparaissent, toujours semblables, des instructeurs, des porteurs de lumière, qui transmettent à une humanité en ruine les bases d'un nouvel ordre. Ces figures pourraient en être mythiques, mais elles pourraient aussi être la mémoire transformée de survivants d'une civilisation disparue. Des hommes venus, d'ailleurs, porteurs d'un savoir préservé, auraient pu apparaître comme des dieux aux yeux de communautés fragiles. Leurs souvenirs, magnifiés par les générations, auraient donné naissance à ces récits d'instructeurs divins. Si l'on accepte cette hypothèse, les mythes jumeaux deviennent des fragments de témoignages, dispersés mais cohérents. L'un des points communs de ces traditions est la notion de cycle. L'humanité ne progresse pas linéairement, mais passe par des phases de grandeur et de chute. Chaque cycle se termine par une catastrophe, suivie d'un recommencement. Cette vision si différente de notre conception moderne du temps reflète peut-être une expérience réelle, celle d'une civilisation effacée par un cataclysme, puis renaissant sous une autre forme. Lorsque nous comparons ces récits, nous voyons se dessiner une image plus vaste. Le mythe grec des âges successifs, les yugas indiens, les soleils aztèques, les déluges universels, les temps fondateurs aborigènes. Tous racontent la même chose, chacun avec ses propres symboles. Ce sont des miroirs qui reflètent une même réalité, un âge perdu que l'humanité ne cesse de pleurer et de raconter sous des formes différentes. Il est frappant que ces mythes soient souvent associés à des savoirs astronomiques. Les Grecs parlaient de 30 ans de constellations liées au récit des dieux. Les Égyptiens alignaient leurs temples sur les étoiles. Les Mayas observaient dans les cycles de Vénus avec une précision étonnante. Ces peuples semblaient obsédés par le ciel, comme si l'observation des astres était une manière de se souvenir d'un ordre plus ancien, inscrit dans le cosmos. Les mythes, loin d'être de simples fables, pourraient être des calendriers déguisés, des codes pour transmettre un savoir oublié. Les similitudes entre les traditions nous rappellent que l'humanité, même dispersée, partage une même mémoire profonde. Cette mémoire ne s'exprime pas dans les faits historiques, mais dans les symboles et les récits. C'est comme une cicatrice commune, invisible mais perceptible, dans les histoires que chaque peuple transmet. Ainsi, les mythes jumeaux deviennent des fenêtres ouvertes sur un âge perdu. Ils nous invitent à regarder au-delà des apparences, à chercher dans les récits ce que l'histoire écrite ne peut pas nous dire. Ils nous rappellent que derrière la diversité des cultures se cache une humanité unique, marquée par les mêmes traumatismes, hantée par les mêmes souvenirs. En écoutant ces voix venues de tous les continents, nous comprenons que l'histoire humaine est faite de recommencements. Chaque cycle porte en lui l'ombre du précédent, chaque renaissance garde la nostalgie d'un monde disparu. Les mythes ne sont pas des illusions, ils sont des archives, codées et poétiques, d'une mémoire plus ancienne que l'écriture. Et c'est peut-être dans cette obsession pour le ciel, dans cette manière qu'avaient fait les anciens de tourner leur regard vers les étoiles, que se trouve la clé. Car si la terre s'est effacée sous les eaux, le ciel, lui, est resté. Les astres deviennent alors la mémoire immuable, le livre où l'humanité a cherché à inscrire ce qui lui avait été arraché. Le fil du récit nous conduit naturellement vers cette dimension. Après avoir suivi les mythes et les récits de déluge, il nous faut maintenant interroger le ciel lui-même. Pourquoi tant de peuples ont-ils inscrit leurs temples, leurs sanctuaires et leurs récits dans le mouvement des étoiles ? Qu'espéraient-ils conserver dans ce langage céleste ? C'est à cette question que nous devons maintenant répondre en suivant la piste des astronomes antiques, ces gardiens silencieux d'un savoir venu d'avant. Dans le silence des nuits antiques, les hommes levaient les yeux vers le ciel, cherchant dans les constellations un ordre plus vaste que le leur. Bien avant que l'écriture ne fixe les mots, les étoiles furent le premier livre ouvert à l'humanité. On y lisait des signes, on y déchiffrait des cycles, on y trouvait l'écho de ce qui avait été perdu sur Terre. C'est comme si, face au bouleversement, face au monde effacé par les eaux ou par le feu, l'humanité avait tourné son regard vers ce qui ne changeait pas, vers ce qui demeurait au-dessus de tout.
Les astronomes antiques ne ressemblaient pas à ceux que nous imaginons aujourd'hui, armés d'instruments précis et de calculs savants. Ils étaient des prêtres, des sages, des observateurs patientant des nuits entières, notant les mouvements des astres, reliant leur danse à celle des saisons, aux récoltes, aux crues, aux naissances et aux morts. Le ciel n'était pas un simple spectacle, il était un langage, une mémoire, et peut-être, au-delà de l'utilité immédiate, il servait aussi à préserver un savoir venu d'un âge plus ancien. Dans la vallée du Nil, les Égyptiens alignaient leurs temples et leurs pyramides sur les étoiles. La grande pyramide de Khéops semble orientée avec une précision troublante vers certains points célestes. Le lever héliaque de Sirius annonçait la crue du Nil, liant le destin de l'agriculture à un cycle cosmique. Mais au-delà de l'aspect pratique, il y avait une obsession pour l'immortalité des étoiles. Les pharaons se disaient « enfants d'Osiris destinés à rejoindre Orion dans le ciel ». Ici, le cosmos devenait à la fois calendrier, mythe et promesse de survie. En Mésopotamie, les prêtres astronomes de Sumer et de Babylone scrutaient Vénus, Jupiter, Saturne, ils consignaient avec minutie les mouvements des astres, comme s'ils savaient que le ciel contenait la clé d'un ordre plus grand. Certaines tablettes cunéiformes montrent une précision surprenante dans l'observation des cycles célestes, au point que l'on s'interroge comment des hommes supposés encore proches de la barbarie avaient-ils acquis une telle exactitude ? Était-ce le fruit d'une longue accumulation d'observations, ou bien la rémanence d'un savoir transmis ? Les Mayas, de l'autre côté du monde, partageaient cette obsession. Ils observaient souvent les cycles de Vénus avec une précision qui étonne encore aujourd'hui. Leur codex révèle qu'ils connaissaient les phases de cette planète avec une exactitude presque moderne. Pour eux, chaque mouvement céleste était lié au destin des hommes, aux guerres, aux rites, aux semailles. Ils inscrivaient dans la pierre des calendriers d'une complexité déroutante, mêlant cycles solaires, lunaires et vénusiens. Et derrière cette rigueur, il y avait aussi l'idée que le temps lui-même était cyclique, qu'il se répétait comme le mouvement des étoiles, que chaque fin annonçait un recommencement. En Inde, les textes védiques témoignent d'une connaissance ancienne du ciel. Les positions des étoiles, la description des éclipses, les cycles des âges, les yugas, reflètent une vision cosmique où l'humanité n'était qu'un fragment d'un ordre universel. Ce savoir astronomique se mêlait aux mythes, mais il contenait aussi des données précises, comme si les prêtres védiques avaient hérité d'une tradition transmise par des générations bien antérieures. Même les peuples que l'on disait primitifs regardèrent le ciel avec une rigueur impressionnante. Les aborigènes d'Australie inscrivaient dans leurs chants et leurs récits des cartes stellaires destinées à guider les voyageurs. Chez les Polynésiens, les navigateurs traversaient l'océan en suivant les étoiles, mémorisant des routes invisibles dans l'immensité. Partout, le ciel devenait mémoire, orientation, survie. Ce qui frappe dans toutes ces traditions, c'est l'universalité de l'astronomie comme langage sacré. Si la Terre se transforme, si les mers montent, si les mondes s'effacent, le ciel demeure. Les étoiles, vues par nos ancêtres, sont les mêmes que nous voyons aujourd'hui. Elles deviennent le seul lien immuable entre les âges, le seul repère que ni le temps ni les cataclysmes ne peuvent effacer. C'est peut-être pour cela que l'humanité a inscrit ces récits dans le ciel, parce qu'elle savait que c'était la seule mémoire qui survivrait aux destructions. Göbekli Tepe, que nous avons évoqué, pourrait bien avoir eu une fonction astronomique. Certains alignements de ces piliers correspondent aux positions d'étoiles ou au cycle des solstices. Si cela est vrai, cela signifierait que dès 11 000 ans avant notre ère, des hommes observaient déjà le ciel avec une précision rituelle. Leur sanctuaire n'était pas seulement un lieu de culte terrestre, mais un miroir du cosmos. De nombreux autres sites à travers le monde confirment cette obsession. À Stonehenge, les cercles de pierre révèlent les positions du soleil au solstice d'été et d'hiver. À Teotihuacan, au Mexique, les pyramides semblent alignées selon des repères astronomiques. À Chichen Itza, le serpent d'ombre qui descend l'escalier de la pyramide lors des équinoxes témoigne d'une maîtrise parfaite de la lumière et du ciel. Chaque civilisation, séparée dans le temps et l'espace, a bâti des monuments qui sont autant de calendriers de pierre, autant de livres ouverts vers le ciel. Ces savoirs pourraient être la preuve d'une continuité plus ancienne, comme si, malgré les cataclysmes, l'humanité avait su préserver un fil invisible reliant chaque cycle. Le ciel aurait été la clé de ce fil, la seule manière de conserver une mémoire quand tout le reste disparaissait.
Ainsi, l'astronomie antique n'était pas seulement science, mais aussi transmission. Elle gardait vivante la mémoire d'un âge perdu, inscrite dans des constellations que chacun pouvait contempler. Ce lien entre le ciel et la mémoire pose une question troublante. D'où venait ce savoir? Était-il le fruit d'observations patientes étendues sur des millénaires, ou bien la trace d'une connaissance héritée d'un monde plus ancien? Certains chercheurs s'interrogent sur la précision de certaines cartes en 1A stellaires anciennes, sur des références qu'autant qui semblent dater d'époques où les positions célestes étaient différentes. Si ces indices sont exacts, ils pourraient demain témoigner d'une transmission beaucoup plus ancienne que ce que nous croyons possible. Les astronomes antiques n'est pas seulement des observateurs, mais aussi des gardiens de la mémoire. En reliant les mouvements des étoiles aux récits mythologiques, ils ont transmis à travers les générations une connaissance codée, à la fois scientifique et sacrée. Ce que nous appelons aujourd'hui mythe pourrait être une manière de préserver des données astronomiques sans écriture. Les histoires des constellations, des héros changés en étoiles, des dieux incarnés dans le ciel, pourraient être un langage symbolique destiné à transmettre un savoir. Ainsi, la piste des astronomes antiques nous ramène à l'idée que l'histoire humaine est faite de recommencements. Après chaque effacement, après chaque déluge, ce qui reste est le ciel. Et dans le ciel, les survivants inscrivent à nouveau leur mémoire, espérant qu'elle résistera au cycle du temps. Si nous suivons cette piste, nous comprenons que l'astronomie n'est pas seulement un outil scientifique, mais un fil reliant les âges. Elle nous montre que derrière la diversité des cultures, il y a une continuité secrète, un savoir partagé qui traverse les millénaires. Les étoiles deviennent alors des témoins, silencieux mais fidèles, d'un âge perdu dont nous percevons encore les échos. Le fil de notre enquête nous conduit maintenant vers un autre mystère. Car si l'astronomie antique révèle une mémoire commune, il existe aussi sur la Terre des traces plus concrètes. Des ruines enfouies dans le sable, dissimulées sous la jungle, qui semblent appartenir à des civilisations oubliées. Ce sont ces civilisations fantômes que nous devons maintenant explorer, car elles pourraient être les preuves matérielles de ce que les mythes et le ciel murmurent depuis toujours. À travers les continents, là où la poussière du désert recouvre des vestiges effacés et où la végétation tropicale engloutit les pierres, reposent les traces de mondes disparus. L'humanité moderne découvre peu à peu qu'elle marche sur les ruines d'âges oubliés. Ces cités fantômes, longtemps ignorées, nous rappellent que la mémoire humaine est fragile, et que l'histoire officielle ne restitue qu'une fraction du passé. Chaque découverte sous le sable ou dans la jungle agit comme un murmure. Il y eut d'autres mondes, d'autres sociétés, d'autres renaissances. Dans les déserts de l'Afrique du Nord, certaines pierres dressées, certaines structures enfouies, témoignent d'un temps où ces régions n'étaient pas encore stériles. Le Sahara, que nous imaginons éternellement aride, fut autrefois un lieu verdoyant, parcouru de rivières et de lacs. Des gravures rupestres y montrent des troupeaux, des navires, des scènes de vie prospères. On y devine l'existence de peuples qui, avant que le désert n'avance, avaient établi une organisation complexe. Mais ce monde fertile s'est effacé, enseveli sous les sables, ne laissant que des images muettes tracées dans la pierre. Plus à l'est, les sables de la Mésopotamie recouvrent encore des cités dont les noms se sont perdus. Les fouilles révèlent parfois des villes entières disparues depuis des millénaires. Certaines ne figurent dans aucun texte, comme si elles avaient existé dans un âge antérieur, effacé de la mémoire collective. Le sable agite ici comme une mer immobile, engloutissant les monuments aussi sûrement que l'océan. Mais c'est dans les jungles, impénétrables et dévorantes, que les civilisations fantômes révèlent le mieux leur mystère. En Amérique centrale, les ruines mayas et aztèques, longtemps oubliées sous la végétation, montrent l'ampleur d'empires disparus. Les pyramides recouvertes de terre et de racines semblent être redevenues des collines naturelles, comme si la jungle avait voulu effacer toute trace de leur existence. Lorsque les explorateurs européens les redécouvrirent, ils crurent d'abord à des formations naturelles, incapables d'imaginer que des peuples avaient pu ériger de tels monuments. Encore plus troublantes sont les découvertes récentes dans la forêt amazonienne. Longtemps, on crut que cette région n'avait jamais abrité de grandes sociétés. Pourtant, les technologies morphologiques modernes, capables de sonder sous la canopée, révèlent en fait des réseaux de routes, de canaux, de places géométriques, des cités oubliées qui reposent sous les arbres, témoignant d'une organisation qui défie nos préjugés. L'Amazonie n'était pas un espace vierge, mais peut-être le tombeau d'une civilisation complexe, effacée par le temps et la forêt. Dans l'Asie du Sud-Est,
La jungle a elle aussi englouti des royaumes. Angkor, au Cambodge, ne fut redécouverte que tardivement, et ses temples recouverts de lianes semblaient surgir d'un autre monde. Mais Angkor n'est qu'un exemple visible. Sous la terre, sous les forêts, dorment encore des structures dont nous n'avons qu'entrevu la silhouette. Les légendes locales parlent parfois de royaumes perdus, de villes englouties par la nature, et il est possible que ces récits se basent sur des souvenirs transmis à travers les générations. Ce qui relie toutes ces civilisations fantômes, c'est leur silence. Elles témoignent d'un savoir-faire immense, d'une organisation sociale avancée, mais elles ont disparu sans laisser de traces claires. Leurs habitants se sont dispersés, leurs noms se sont perdus, leurs écrits se sont effacés. La nature, implacable, a recouvert leurs pierres, comme pour rappeler que rien n'est éternel. Et pourtant, ces ruines surgissant du sable et de la jungle prouvent de là que l'humanité a déjà connu des renaissances et des effacements. L'absence de mémoire écrite rend ces sociétés d'autant plus mystérieuses. Là où les Sumériens laissèrent des tablettes, là où les Égyptiens gravèrent dans des hiéroglyphes, ces peuples n'ont souvent rien laissé que des pierres muettes. Peut-être écrivaient-ils sur des supports périssables, peut-être leur langage était-il oral. Quoi qu'il en soit, le résultat est le même. Leur voix s'est éteinte et il ne reste que l'architecture comme témoignage. On pourrait croire qu'il s'agit simplement de civilisations tardives, apparues après l'aube de l'histoire écrite. Mais certaines structures s'éteignent laissant planer un doute. Dans la vallée de l'Indus, des cités comme Mohenjo-Daro ou Harappa montrent une planification urbaine si avancée qu'elle semble surgir d'un âge mûr dès son apparition. En Amérique, certaines pyramides paraissent tellement plus anciennes que ne le suggèrent les chronologies officielles. Et en Indonésie, le site de Gunung Padang, composé de terrasses mégalithiques, pourrait remonter bien plus loin que ce que l'on croyait possible. Ces civilisations fantômes posent une question lancinante. Et si elles n'étaient pas seulement des émergences isolées, mais les héritières d'un savoir antérieur, issu d'un monde effacé par les catastrophes de la fin de l'ère glaciaire? Elles auraient alors conservé, fragmentairement, des traditions architecturales, des connaissances astronomiques, des rituels hérités d'un âge plus ancien. Leur disparition serait une répétition, une autre preuve que l'histoire humaine est faite de recommencements. Dans le sable comme dans la jungle, ce qui nous trouble n'est pas seulement ce que nous voyons, mais ce que nous devinons. Chaque ruine est un fragment, une pièce d'un puzzle dont la majeure partie manque. Nous marchons sur des fondations que nous ne comprenons pas entièrement, et nous bâtissons nos récits sur ces vestiges partiels. Il est possible que, sous nos pieds, reposent encore des cités entières, attendant d'être redécouvertes. Le mystère des civilisations fantômes est aussi une leçon de modestie. Il nous rappelle que notre monde moderne, si fier de ses technologies, pourrait lui aussi un jour disparaître sous la jungle ou sous le sable. Dans 10 000 ans, que restera-t-il de nos villes? Des fragments de béton, des traces métalliques, mais peu de choses comparées à la pierre. La nature reprend toujours ses droits et l'oubli engloutit même les empires les plus puissants. Pourtant, au-delà de la disparition, il y a la mémoire. Les peuples qui vivaient à proximité de ces ruines ont parfois gardé dans leurs légendes le souvenir des anciens. Les Mayas parlaient d'ancêtres venus d'un âge antérieur. Les Cambodgiens reliaient encore à des récits pra-mythologiques. Les habitants des Andes voyaient dans leurs ruines la trace de dieux bâtisseurs. Ces voix populaires transmettent ce que l'histoire ne peut pas, le sentiment qu'il y eut avant un monde plus grand. Chaque civilisation fantôme est donc un pont entre le passé et notre présent. Elle nous rappelle que l'histoire n'est pas linéaire, qu'elle avance par cycles, par effacement et renaissance. Ces ruines muettes sont les sœurs de Göbekli Tepe, de Stonehenge, des pyramides. Toutes appartiennent à un même langage, celui d'une humanité qui tente sans cesse de reconstruire sa mémoire à travers la pierre. Et lorsque nous contemplons ces cités silencieuses, une autre question se pose. Comment ont-elles su dessiner des cartes du monde, tracer des routes, orienter leurs temples vers des étoiles précises? Les ruines du sable et de la jungle mènent vers un autre mystère, celui de cartographie impossible, qui semble avoir été réalisée avant que les océans ne recouvrent leurs rivages. C'est vers cette énigme que nous conduit maintenant le fil de notre voyage. L'ombre des cartes anciennes, témoin peut-être d'un savoir venu d'un âge perdu. Il existe des objets fragiles, discrets, qui dérangent plus que de grandes ruines. Ce sont des cartes, des morceaux de parchemin, des peaux de bêtes, des fragments de papier vieilli, sur lesquels des hommes d'autrefois ont tracé des contours du monde. À première vue, ces cartes anciennes n'ont rien d'extraordinaire,
Mais lorsqu'on les observe attentivement, certaines révèlent des détails troublants. Des côtes dessinées avec une précision impossible pour l'époque, des continents que l'on croyait inconnus, des rivages qui auraient dû être engloutis depuis des millénaires. Ces cartes impossibles posent une question silencieuse, presque insupportable. Qui connaissait le monde avant nous et d'où venait ce savoir? La plus célèbre est celle dite de Piri Reis, un amiral ottoman du XVIe siècle. Découverte en 1929 à Istanbul, cette carte représente avec exactitude les côtes de l'Afrique et de l'Amérique du Sud, bien avant que l'exploration moderne n'ait pu les détailler avec une telle précision. Mais le plus étrange est ailleurs. Au sud de la carte, on distingue des rivages ressemblant à ceux de l'Antarctique, non pas recouverts de glace comme aujourd'hui, mais libres et accessibles. Or, selon la géologie, la dernière fois que ces terres furent invisibles sans leur manteau glacé remonte à plus de 10 000 ans. Comment un cartographe du XVIe siècle pouvait-il disposer de données si anciennes? Certains historiens expliquent que Piri Reis a compilé des sources plus anciennes, des cartes venues de traditions disparues. Lui-même, dans ses annotations, affirme s'être appuyé sur des documents remontant à Alexandre et peut-être même à l'Égypte antique. On imagine alors une transmission silencieuse de savoirs géographiques, copiés et recopiés, sans que leurs auteurs en comprennent toujours la portée. La carte de Piri Reis ne serait pas une invention, mais la survivance d'un héritage plus ancien. Et ce n'est pas la seule. D'autres cartes, comme celle d'Orontes Finneus au XVIe siècle, montrent également l'Antarctique dégagé de ses glaces, avec des fleuves et des montagnes intérieures qui correspondent aux relevés modernes. La carte de Buach au XVIIIe siècle représente elle aussi l'Antarctique, mais en deux parties distinctes, séparées par une mer centrale, une disposition confirmée par les images satellites des siècles plus tard, lorsque l'on découvrit que ce continent était bien composé de deux masses principales. Ces concordances troublent l'esprit. Elles suggèrent que des cartographes, bien avant notre ère, disposèrent d'informations que nous pensions impossibles à obtenir. Comment expliquer ces anomalies? Certains avancent l'idée d'exploration précoce oubliée, de navigateurs anonymes ayant parcouru le monde bien avant les grandes découvertes. Mais cela ne suffit pas à expliquer la connaissance de régions glacées et inaccessibles depuis des dizaines de milliers d'années. L'hypothèse la plus dérangeante est celle d'une transmission encore plus ancienne, issue d'un âge antérieur au cataclysme, d'une civilisation disparue qui aurait dressé des cartes du monde avant que la montée des mers et la glace n'en modifient les contours. Si tel était le cas, cela signifierait que des hommes d'un âge oublié connaissaient tôt déjà la sphère terrestre, savaient y en naviguer, mesurer, cartographier. Leur savoir, fragmenté, aurait survécu à travers des copies incomplètes, ressurgissant à l'époque moderne comme des fantômes d'un monde effacé. Ces cartes impossibles deviennent alors comme des miroirs. Elles reflètent moins ce que savaient les peuples qui les ont dessinées que ce que d'autres, bien plus anciens, avaient déjà compris. On retrouve des échos de cette idée dans certaines traditions. Les Égyptiens attribuaient à Thoth, dieu de la sagesse, des connaissances venues d'un temps primordial. Les Grecs parlaient d'Atlas, gardien des cieux, symbole de la géographie ancienne. Les navigateurs polynésiens transmettaient des cartes marines non pas sur papier, mais sous forme de bâtons entrecroisés, rappelant les courants et les étoiles. Partout, on retrouve cette obsession de représenter le monde, de le rendre visible, comme si l'homme avait toujours cherché à retrouver la totalité après une perte. Les cartographies impossibles ne sont pas seulement des anomalies historiques, elles sont des ombres. Elles nous rappellent que ce que nous appelons découverte n'est peut-être qu'une redécouverte, que l'homme a pu, à d'autres époques, parcourir le globe avec une audace et une maîtrise que nous avons oubliées. Elles deviennent les témoins silencieux d'un savoir plus ancien, transmis malgré les effacements, survivant dans les bibliothèques, attendant d'être redécouverts par hasard. Il faut aussi regarder ce que ces cartes révèlent de notre rapport au temps. L'idée que des données géographiques d'une telle précision aient pu être connues dans un âge reculé dérange notre conception linéaire de l'histoire. Elle suggère que la science n'a pas été une lente montée, mais qu'elle a pu connaître des sommets suivis d'effondrements. Après chaque catastrophe, après chaque perte, quelques fragments auraient en subsisté, préservés par des prêtres, des navigateurs, des sages, avant de ressurgir bien plus tard, incompris de leurs nouveaux détenteurs. Les cartes deviennent alors des reliques, comparables aux ruines ou aux mythes. Elles sont des morceaux d'un savoir global éparpillés à travers les âges. Et si l'on accepte de les lire comme telles, elles nous obligent à admettre l'existence de mondes disparus dont nous n'avons plus que des échos.
Ces échos ne s'arrêtent pas aux cartes. D'autres traces, inscrites non plus sur des parchemins mais dans la pierre et la terre, témoignent aussi de bouleversements immenses. Car si certains hommes ont pu dessiner la terre avant qu'elle ne change, c'est peut-être parce qu'ils ont été témoins de catastrophes qui ont transformé ses rivages. Des feux, des cendres, des impacts venus du ciel ont pu redessiner notre monde, effacer des civilisations entières et laisser derrière eux une humanité contrainte de recommencer. Et c'est vers ce territoire sombre que nous devons à présent avancer, celui des cataclysmes planétaires, des mémoires de feu et de destruction, qui hantent encore les mythes et les paysages. La mémoire des hommes n'est pas seulement faite d'eau montante et de continents engloutis. Elle porte aussi la trace de feux terribles, d'éclats venus du ciel, de paysages incendiés, puis recouverts de cendres. Dans presque toutes les mythologies, à côté des déluges, surgissent des récits de flammes dévorantes, de soleils obscurcis, d'étoiles tombant du firmament. Ces images, bien qu'enveloppées de symboles, semblent en garder le souvenir d'événements cosmiques réels. Impact d'astéroïdes, éruptions volcaniques, pluies de feu qui marquèrent la Terre et transformèrent la destinée des hommes. L'histoire géologique de notre planète est jalonnée de ces instants de rupture. Des cratères immenses témoignent d'impacts anciens, où des corps célestes, en frappant la Terre, déclenchèrent des cataclysmes globaux. Le plus célèbre est celui de Chicxulub, au Yucatan, qui mit fin à l'ère des dinosaures. Mais d'autres, plus récents, semblent avoir laissé leur empreinte dans la mémoire humaine. Dans la région sibérienne de la Tunguska, en 1908, une explosion céleste rasa des milliers d'hectares de forêt. Un simple fragment d'astéroïde suffit à produire un enfer de feu et de cendres. Que dut être l'effet de phénomènes similaires dans l'Antiquité, lorsque l'homme ne disposait d'aucune science pour les comprendre, si ce n'est le langage des mythes. Certains chercheurs avancent que vers la fin de la dernière glaciation, une pluie de fragments cométaires aurait frappé la Terre, provoquant incendies et bouleversements climatiques. Cette hypothèse, connue sous le nom d'impact du Drias récent, pourrait expliquer l'interruption brutale du réchauffement climatique et la disparition de certaines mégafaunes. Si cela est vrai, l'humanité aurait vécu un traumatisme global, voyant le ciel lui-même devenir une menace et traduisant ce souvenir dans des récits de destruction par le feu. Dans les mythes hindous, les cycles du monde s'achèvent parfois par un embrasement universel. Le dieu Shiva détruit l'univers dans une danse de flammes avant qu'il ne renaisse. Dans les textes nordiques, le Ragnarok décrit un ciel embrasé, le soleil obscurci, la terre consumée par un feu venu du dehors. Les Grecs racontaient l'histoire de Phaéton, fils du soleil, qui perdit le contrôle du char solaire et embrasa la terre avant d'être foudroyé pour éviter la destruction totale. Les traditions amérindiennes, elles, parlent d'étoiles qui tombèrent et mirent fin à des âges anciens. Toutes ces images pourraient être des réminiscences de catastrophes réelles inscrites dans la mémoire des peuples. Les volcans, eux aussi, ont laissé une empreinte profonde. L'éruption de Santorin, il y a plus de 3000 ans, détruisit l'île de Terra et marqua durablement la Méditerranée. Certains pensent simplement qu'elle inspira le mythe de l'Atlantide raconté par Platon. Les cendres de cette éruption se retrouvèrent jusque sur l'Égypte, obscurcissant le ciel, bouleversant les récoltes. Imagine-t-on l'effet d'un tel événement sur des populations qui vivaient dans l'attente régulière des saisons? Le volcan, avec son feu surgissant des profondeurs, devint l'image d'une colère divine, d'une force souterraine échappant à tout contrôle. D'autres éruptions, comme celle du Krakatoa au XIXe siècle ou celle du Tambora en 1815, provoquèrent des années sans été, avec des ciels voilés, des récoltes détruites, des famines. De tels phénomènes, survenus dans l'Antiquité, auraient pu sembler apocalyptiques et donner naissance à des récits de fin du monde. Quand le soleil disparaît derrière un voile de cendres, quand la lune devient rouge, l'imagination humaine cherche une explication. Colère des dieux, chute d'astres, punition cosmique. Il est fascinant de constater que ces récits d'instants de feu s'articulent souvent avec ceux de l'eau. Certains mythes décrivent d'abord un embrasement, suivi d'un déluge qui éteint les flammes. C'est comme si la mémoire des peuples avait fusionné deux types de catastrophes, les incendies planétaires et les inondations globales. Le feu détruit, l'eau efface. L'un et l'autre marquent des fins de cycle, et tous deux deviennent des archétypes universels. Ce qui trouble encore davantage, ce sont les indices matériels qui semblent confirmer ces souvenirs.
Des couches de sédiments noircis par le charbon, des dépôts de microsphères vitrifiés par une chaleur extrême, des traces de platine ou d'iridium, métaux liés au corps céleste, apparaissent dans des fouilles, semble datant de la fin du Pléistocène. Ces anomalies géologiques laissent penser qu'un événement cosmique a bien pu frapper la Terre à cette époque, corroborant ce que disent des camps les mythes. Le ciel s'embrasa, le monde bascula. Face à ces indices, une question surgit. Qu'advient-il des civilisations lorsque le feu tombe du ciel ou jaillit des entrailles de la terre? Un cataclysme global peut réduire en poussière des villes entières, effacer des cultures naissantes, briser des lignées de savoir. Si un peuple avait atteint un niveau avancé avant ces événements, il aurait suffi d'une seule catastrophe pour l'anéantir presque totalement, ne laissant que des survivants dispersés. Ceux-ci auraient conservé des bribes de mémoire, transmises sous forme de mythes, comme des avertissements pour les générations futures. Dans cette perspective, les récits pour tout de feu céleste ne sont plus des contes symboliques, mais des témoignages codés d'événements réels. Ils rappellent que l'humanité vit sur une planète vulnérable, soumise aux forces cosmiques et géologiques qui peuvent, en un instant, effacer des siècles de progrès. Ils rappellent aussi que l'histoire que nous connaissons n'est peut-être que l'un des nombreux recommencements, chaque cycle ayant été brisé par le feu, l'eau ou les deux réunis. Ces catastrophes planétaires révèlent enfin quelque chose de plus intime, la fragilité de la mémoire. Car si des civilisations ont existé avant nous, leurs traces ont pu disparaître presque entièrement sous les cendres et les sables. Seules demeurent les légendes, les symboles, les anomalies archéologiques. Le feu ne détruit pas seulement les corps et les maisons. Il brûle les archives, efface les écrits, réduit en poussière les bibliothèques. L'oubli naît du brasier autant que de la mer. En observant ces traces de feu et de cendres, nous comprenons pourquoi les anciens tournèrent leur regard vers le ciel, pourquoi ils cherchèrent à inscrire leur mémoire dans les étoiles et dans la pierre. Ils savaient que la Terre pouvait les trahir, que les volcans et les astéroïdes pouvaient les réduire au silence. Le seul moyen de survivre à ces cycles était de graver, dans le plus durable, le souvenir de leur passage. Mais ce souvenir, inscrit dans les pierres et dans les mythes, n'est pas seulement celui de la destruction. Il est aussi celui du savoir. Car certains récits parlent d'instructeurs venus d'avant, de porteurs de science qui auraient survécu au cataclysme pour transmettre aux nouveaux hommes les clés de la civilisation. C'est vers cette mémoire des étoiles, vers ce savoir venu d'un âge perdu, que notre exploration doit maintenant se tourner. Lorsque les anciens levaient les yeux vers le ciel nocturne, ils n'y voyaient pas seulement des constellations étincelantes, ni le simple rythme des saisons. Ils y retrouvèrent une mémoire, une bibliothèque suspendue au-dessus d'eux, comme si les étoiles elles-mêmes avaient conservé le souvenir d'un âge plus ancien. Ce lien profond entre le cosmos et la connaissance humaine traverse toutes les cultures. De l'Égypte aux Andes, de la Mésopotamie à l'Inde, les peuples affirmaient en un que les savoirs essentiels, l'écriture, l'agriculture, les lois, les sciences, venaient du ciel ou de ceux qui savaient le lire. Les étoiles devenaient ainsi des archives, un code secret où l'humanité, fragilisée par les cataclysmes, cherchait à retrouver ce qui avait été perdu. Les prêtres astronomes de Babylone consignaient les mouvements des planètes avec une minutie troublante. Ils savaient que Jupiter, Saturne et Vénus se déplaçaient selon des cycles réguliers et leurs observations s'étendaient sur des siècles. Mais derrière cette rigueur se cachait une croyance plus profonde. Ces astres n'étaient pas de simple lumière, mais les reflets d'entités divines, messagers d'un savoir primordial. Ils se voyaient comme les héritiers d'une tradition transmise depuis un âge oublié, un âge où l'homme aurait déjà compris que le ciel pouvait guider sa vie. Les Égyptiens, de leur côté, inscrivaient leur mémoire dans la pierre, orientant leurs pyramides et leurs temples vers les étoiles. La constellation d'Orion, associée à Osiris, représentait pour eux le passage vers l'éternité. Sirius, l'étoile brillante d'Isis, annonçait le retour de la crue du Nil, signe de fertilité et de renaissance. Les textes des pyramides parlent d'un temps où les dieux descendirent du ciel pour enseigner aux hommes. Était-ce une métaphore religieuse ou le souvenir transformé de survivants d'un âge antérieur, perçus comme des figures célestes venues transmettre un savoir? En Amérique du Sud, les Incas orientaient leurs temples vers des constellations sombres, les vides entre les étoiles, où ils voyaient des animaux mythiques. Mais leur obsession pour le ciel allait au-delà du symbolisme. Leurs prêtres connaissaient les cycles solaires et lunaires, ils savaient prévoir les éclipses, et leur calendrier agricole s'harmonisait avec les mouvements célestes.
Dans leur légende, Viracocha, l'instructeur divin, venait d'un temps antérieur au déluge et apportait aux hommes la connaissance des arts et des sciences. Une fois sa mission accomplie, il disparaissait dans l'océan ou dans le ciel. En Inde, les Védas et les textes anciens contiennent des références astronomiques étonnamment précises. Certains passages décrivent donc des positions d'étoiles correspondant à des époques reculées, bien avant la rédaction officielle des textes. Ces détails intriguent. S'agit-il de coïncidences ou bien de la transmission d'observations très anciennes remontant à un âge oublié ? Les sages védiques parlaient de cycles cosmiques gigantesques où l'humanité traverse des âges de lumière et des âges de déclin. Ce savoir, trop vaste pour n'être qu'une invention isolée, reflète peut-être la rémanence d'une tradition beaucoup plus ancienne. Ce motif se retrouve aussi dans les mythologies polynésiennes. Les navigateurs, capables de traverser d'immenses océans sans instruments modernes, mémorisaient les constellations et les courants marins dans des récits chantés. Ces connaissances pratiques se transformaient en mythes, où des dieux célestes guidèrent les hommes d'île en île. Et ici encore, le ciel servait de livre, permettant à une mémoire fragile de survivre malgré les pertes et les dispersions. Ce qui trouble dans toutes ces traditions, c'est la similarité des récits. Partout, on retrouve des figures d'instructeurs venus d'avant, liés au ciel ou aux étoiles, transmettant un savoir aux hommes d'après le cataclysme. Prométhée apportant le feu aux Grecs, Quetzalcoatl enseignant aux Aztèques, Oan sortant de la mer pour éduquer les Sumériens, Thoth offrant l'écriture aux Égyptiens. Toutes ces figures remplissent le même rôle, celui de gardien d'une mémoire ancienne. Peut-être étaient-ils purement symboliques, mais il est tout aussi possible qu'ils soient les reflets mythifiés de survivants d'un âge disparu, porteurs de connaissances conservées dans la tourmente. Face à des populations traumatisées par des cataclysmes, ces détenteurs de savoir auraient semblé divins, et leur souvenir se serait transmis comme celui de Dieu venu d'ailleurs. Cette hypothèse trouve un écho dans les anomalies archéologiques. Certaines constructions antiques révèlent une connaissance avancée des astres. Les lignes de Nazca, visibles seulement depuis le ciel, semblent alignées sur des constellations. À Stonehenge, le cercle de pierre correspond aux solstices et aux équinoxes. À Chichen Itza, le jeu de lumière lors des équinoxes dessine un serpent ondulant sur la pyramide. Partout dans ça, on découvre une même obsession pour l'inscription du ciel dans la pierre. Ces monuments, ces récits et ces symboles semblent dire la même chose. Les étoiles sont la mémoire d'un savoir venu d'avant. Lorsque la terre efface, lorsque le feu et l'eau détruisent, le ciel demeure. En lui, les anciens gravaient en cramant leur mémoire, espérant que les générations futures sauraient un à la relire. Mais que nous disent ces savoirs venus d'avant ? Ils rappellent à l'humanité sa fragilité et sa grandeur. Fragilité parce qu'ils témoignent d'âges effacés, de civilisations brisées, de savoir perdus. Grandeur parce qu'ils prouvent que l'homme, même face à la destruction, a toujours cherché à se relier au cosmos, à trouver dans les étoiles une permanence qui transcende les cycles terrestres. La mémoire des étoiles est ainsi une invitation. Elle nous dit que nous ne sommes pas les premiers, que d'autres avant nous ont su observer, comprendre, transmettre. Elle nous murmure que l'histoire humaine n'est pas une ligne ascendante, mais une suite de renaissances, chacune nourrie par l'écho de ce qui a précédé. Et si tel est le cas, il nous faut alors interroger le temps lui-même. Car si les civilisations se succèdent, si les cycles se répètent, c'est peut-être parce que l'histoire n'est pas linéaire mais fracturée, recommencée encore et encore. Après avoir écouté la mémoire des étoiles, il nous faut descendre dans le temps et comprendre pourquoi les âges se brisent et renaissent. C'est vers cette question que nous conduit notre voyage. La fracture du temps est la raison pour laquelle l'histoire recommence toujours. Lorsque l'on contemple le passé de l'humanité, une étrange impression se dégage, celle d'un récit qui ne s'élève pas de manière continue, mais qui s'interrompt, se brise puis renaît. Les ruines, les mythes et les traces archéologiques nous montrent que ce que nous appelons commencement est bien souvent une reprise après une cassure. L'histoire, loin d'être un fleuve tranquille, ressemble à une succession de crues et de sécheresses, où la mémoire humaine se perd puis se reconstruit. C'est ce phénomène que l'on pourrait nommer la fracture du temps, des moments où les civilisations s'effondrent, où la continuité se brise, obligeant les survivants à tout recommencer. Cette idée dérange, car nous avons appris à voir l'histoire comme une ligne ascendante, un progrès continu allant des chasseurs-cueilleurs aux sociétés modernes. Mais les mythes universels, les anomalies archéologiques,
Les cataclysmes enregistrés dans la géologie suggèrent un autre schéma, celui de cycles successifs, séparés par des ruptures brutales. Le temps humain n'est pas une marche ininterrompue, mais une suite de renaissances après des effacements. Les mythes, une fois encore, nous guident. En Inde, les 4 yugas décrivent une humanité qui décline jusqu'à sa destruction, avant qu'un nouvel âge ne commence. Chez les Grecs, les âges d'or, d'argent, de bronze et de fer se succèdent, chaque cycle marquant une chute par rapport au précédent. Les Aztèques racontent que 4 soleils précédèrent le nôtre, chacun détruit par un cataclysme. Ces traditions disent toute la même chose. Le temps n'avance pas en ligne droite, il tourne en cercle, marqué par des fractures. Mais pourquoi l'histoire recommence-t-elle? Plusieurs raisons apparaissent, certaines liées à la nature, d'autres à l'homme lui-même. La première raison est cosmique. La Terre vit sous la menace constante des astéroïdes, des comètes, des éruptions solaires. Les impacts, rares mais dévastateurs, suffisent à briser un cycle entier. Le feu qui tombe du ciel efface des siècles de construction en quelques instants. Les volcans, les séismes, les tsunamis provoquent eux aussi des ruptures profondes. L'homme, malgré son génie, ne peut rien face à ses forces. Ainsi, même une civilisation avancée peut être anéantie en une seule nuit. La deuxième raison est climatique. La fin des glaciations, les brusques refroidissements ou réchauffements, les sécheresses prolongées peuvent déstabiliser des sociétés entières. Les plaines fertiles deviennent déserts, les fleuves changent de cours, les récoltes disparaissent. Des empires florissants se vident alors de leur population, laissant derrière eux des ruines silencieuses. Le climat agit comme une main invisible qui impose ses lois, forçant les hommes à migrer, à s'adapter, parfois à oublier. La troisième raison est humaine. Les guerres, les rivalités, les excès de pouvoir, l'épuisement des ressources conduisent régulièrement à des effondrements. Une civilisation peut sombrer non pas par la faute du ciel ou de la terre, mais par ses propres déséquilibres. Les ruines de Troie, les cités mayas abandonnées, les royaumes du Proche-Orient détruits par les invasions rappellent que l'homme est aussi son propre cataclysme. Mais quelle que soit la cause, le résultat est le même, une fracture du temps. L'humanité perd une partie de sa mémoire, ses savoirs se dispersent, et les survivants doivent reconstruire à partir de fragments. C'est pour cela que l'on retrouve, dans les Renaissances, des traces d'un savoir antérieur, mais de manière fragmentaire et mystérieuse. Les Sumériens apparaissent avec une écriture déjà formée, les Égyptiens bâtissent des monuments colossaux dès leur première dynastie, les Mayas développent une astronomie raffinée sans que l'on comprenne d'où vient ce savoir. Tout cela ressemble moins à des inventions isolées qu'à des réactivations d'une mémoire ancienne. La fracture du temps agit comme une amnésie partielle. Une civilisation s'effondre, mais certains survivants transmettent des bribes, des récits mythologiques, des alignements astronomiques, des techniques agricoles. Ces fragments deviennent la base des civilisations suivantes qui croient inventer ce qu'elles ne font en réalité que redécouvrir. Le feu, l'écriture, les calendriers, les temples orientés vers les étoiles, tout cela pourrait être des héritages, déformés mais persistants d'âges plus anciens. Cette dynamique se retrouve dans la manière dont les mythes parlent des instructeurs divins. Après chaque cataclysme, des figures apparaissent pour enseigner à nouveau l'agriculture, la navigation, les lois. Ces êtres décrits comme des dieux pourraient n'être que des survivants porteurs de mémoire, transmettant ce qu'ils avaient en sauvé d'un monde détruit. Ils deviennent des symboles d'une continuité fragile au travers des fractures. La fracture du temps n'est donc pas une fin, mais une transition. Elle efface une grande partie de ce qui existait, mais elle permet aussi un nouveau commencement. Elle impose à l'humanité de renaître, souvent plus humble, mais toujours habitée par la nostalgie de ce qui fut perdu. C'est cette nostalgie qui nourrit les mythes d'âge d'or, de mondes engloutis, de savoirs venus des étoiles. Il est possible que nous vivions aujourd'hui sans en être conscients sur les décombres de plusieurs cycles antérieurs. Nos villes modernes reposent sur des couches archéologiques où d'autres mondes se sont déjà effondrés. Chaque ruine que l'on exhume est une preuve que le temps humain s'est déjà brisé, que d'autres avant nous ont connu l'apogée et la chute. La question n'est pas de savoir si l'histoire recommence, mais combien de fois elle l'a déjà fait. Cette perspective change notre rapport à notre propre époque. Si nous ne sommes pas les premiers, nous pourrions ne pas être les derniers. Notre civilisation, avec toute sa puissance technologique, n'est pas à l'abri d'une fracture du temps, une catastrophe naturelle, un dérèglement climatique. Une crise mondiale pourrait un jour effacer une partie de notre mémoire. Alors peut-être dans 10 000 ans, d'autres retrouveraient nos traces et s'interrogeraient : qui étaient-ils, ces bâtisseurs oubliés ?
Les fractures du temps sont ainsi des leçons. Elles rappellent que la permanence n'existe pas, que tout ce qui est bâti peut être détruit. Mais elles rappellent aussi que l'homme porte en lui une force de renaissance. À chaque effondrement succède un recommencement, et ce recommencement n'est jamais un vide. Il s'appuie sur les fragments sauvés, sur la mémoire inscrite dans les étoiles, dans les mythes, dans la pierre. Après avoir compris cette dynamique, il nous faut regarder de plus près la manière dont cette mémoire fragmentée s'exprime dans un domaine particulier, le langage. Car les langues humaines, comme les civilisations, portent des échos d'âges antérieurs, des racines enfouies qui dépassent l'histoire connue. C'est vers ces langues mortes et vers des voies plus anciennes encore que nous devons à présent nous tourner. Au-delà des ruines et des mythes, il existe une autre mémoire, plus subtile, plus intime, celle des langues. Chaque mot prononcé, chaque syllabe gravée dans le temps est un fragment de l'histoire humaine. Les langues sont un des passerelles invisibles entre les générations. Elles naissent, se transforment, se dispersent, meurent, mais laissent toujours des traces, comme les coquillages fossiles dans la pierre. En écoutant les langues anciennes, on perçoit parfois des résonances qui semblent venir d'un âge oublié, antérieur à tout ce que nous connaissons par les chroniques officielles. Les linguistes savent que les langues indo-européennes, sémitiques, bantoues, dravidiennes et tant d'autres constituent des familles issues d'ancêtres communs. Mais ce qui trouble, c'est que ces ancêtres eux-mêmes ne sont pas premiers. Derrière le proto-indo-européen ou le proto-sémitique, il doit exister encore d'autres voix, plus anciennes, disparues avant même d'avoir laissé des traces écrites. Ces langues fantômes, dont nous ne pouvons qu'imaginer la texture, furent les véhicules de mythes, de chants, de savoirs qui ne nous sont jamais parvenus. Les langues mortes que nous connaissons, le sumérien, l'akkadien, le hittite, le sanskrit védique, le latin, le grec archaïque, sont déjà des héritières. Le sumérien, par exemple, considéré comme la première langue écrite, apparaît avec une complexité qui surprend. Ces signes cunéiformes traduisent une structure linguistique élaborée, comme si elle ne venait pas d'un vide, mais d'une tradition orale plus ancienne, désormais effacée. On a l'impression de surprendre une symphonie déjà à mi-parcours, sans jamais avoir entendu les premières notes. Les hiéroglyphes égyptiens, eux aussi, surgissent en toute armée. Leurs signes révèlent une profondeur symbolique qui dépasse l'usage pratique. Les Égyptiens affirmaient que Thoth avait offert l'écriture aux hommes, mais peut-être cela reflète-t-il un souvenir de savoir transmis par des survivants d'un âge antérieur. L'écriture, au lieu d'être une invention soudaine, aurait été une réactivation d'une mémoire ancienne, réinscrite dans la pierre pour résister à l'oubli. Ce qui est assez fascinant, ce sont les mots qui traversent les âges et qui se retrouvent dans des langues séparées par des continents. Certains sons, certaines racines semblent si persistants qu'ils pourraient appartenir à un fond commun extrêmement ancien, bien antérieur aux familles linguistiques connues. Ils résonnent comme des échos d'une voix primordiale, celle d'une humanité qui parlait déjà, mais dont la langue s'est dissoute dans l'oubli. Les mythes de Babel racontent une confusion des langues, comme si l'humanité, autrefois unie par un langage unique, s'était fragmentée après une catastrophe. Ce récit symbolique exprime peut-être un souvenir réel, celui d'un effondrement qui dispersa les peuples et brisa leur unité linguistique. Chaque groupe, isolé, réinventa ses mots, ses structures, mais conserva des fragments de l'ancienne voix commune. Ainsi, les similitudes étranges entre langues éloignées pourraient être les vestiges de cette langue mère disparue. Les langues mortes sont aussi des tombeaux de mémoire. Dans les textes anciens, on trouve des mots qui décrivent des réalités effacées, des termes pour des animaux disparus, pour des paysages transformés, pour des outils dont nous avons perdu la trace. Ces mots sont des fossiles sonores, témoins de mondes qui n'existent plus. En les étudiant, nous devinons des environnements engloutis, des pratiques oubliées, des croyances effacées. Mais il y a plus troublant encore. Certains récits semblent avoir voyagé de langue en langue, franchissant les millénaires. Le mythe du déluge, présent en sumérien, en hébreu, en grec, en sanskrit, en maya, porte des motifs si semblables qu'il semble s'appuyer sur une racine commune. Or, pour qu'un récit survive ainsi, il doit s'être transmis oralement pendant des milliers d'années, porté par des langues successives, transformées mais jamais effacées. Cela suggère une continuité de mémoire beaucoup plus ancienne que nos chronologies écrites. Le chant est une autre dimension de cette mémoire. Bien avant l'écriture, les hommes ont utilisé la poésie, la musique et le rythme pour transmettre leurs récits.
Le pouvoir du chant réside dans sa capacité à traverser le temps sans se figer. Les épopées homériques, les hymnes védiques, les récits des bardes celtes, tous étaient là mémorisés et récités pendant des siècles avant d'être fixés sur le papier. On peut imaginer qu'avant même ces traditions connues, d'autres chants, plus anciens encore, circulaient, porteurs d'histoires venues d'un monde effacé. Ces voix perdues en résonnent peut-être encore dans certains motifs universels, les berceuses, les invocations, les rythmes qui semblent appartenir à toutes les cultures. Les langues mortes, lorsqu'elles sont redécouvertes, révèlent souvent un univers conceptuel différent du nôtre. Le sumérien, par exemple, ne distinguait pas toujours le concret de l'abstrait. Le grec ancien contenait des nuances de temps et d'être qui n'existent plus dans nos langues modernes. Ces manières de dire le monde révèlent des manières de penser disparues. Chaque langue est une vision du monde, et lorsque la langue meurt, cette vision s'éteint avec elle. Mais parfois, des fragments survivent, comme des braises sous la cendre, prêtes à être rallumées par les chercheurs ou par les traditions orales. Ce qui émeut le plus dans cette exploration, c'est de comprendre que chaque langue est un témoin fragile d'une continuité humaine. Les langues mortes que nous pouvons encore lire ne sont que la partie visible de l'iceberg. Derrière elles se trouvent des centaines, peut-être des milliers de langues disparues sans laisser la moindre trace, chacune portant une part de la mémoire humaine. Et derrière ces langues perdues, il y a peut-être une voix plus ancienne encore, un langage originel dont nous n'avons plus que les échos dispersés. Cette quête linguistique nous ramène à l'idée des cycles. Les langues, comme les civilisations, naissent, s'épanouissent, meurent, mais laissent des héritages. Elles s'entrelacent, se transmettent des mots, se contaminent les unes les autres, de sorte qu'aucune ne disparaît totalement. Même mortes, elles survivent dans nos mots quotidiens, dans nos structures grammaticales, dans nos chants. L'humanité, à travers ces langues, conserve donc malgré tout un fil de mémoire qui remonte à des âges immémoriaux. Peut-être est-ce cela, finalement, la véritable bibliothèque de l'humanité. Non pas des murs de pierre, ni des tablettes gravées, mais les langues elles-mêmes, ces voix multiples qui portent l'écho d'une voix plus ancienne. Une voix que nous n'entendons plus directement, mais dont les résonances persistent dans nos mots les plus simples. Après avoir exploré cette mémoire sonore, une question demeure. Pourquoi tant de traces semblent avoir été volontairement effacées, dissimulées, interdites ? Car si certaines civilisations ont gardé la nostalgie d'un âge perdu, d'autres semblent avoir voulu étouffer ces souvenirs, cacher des vérités trop dérangeantes. C'est vers cette zone d'ombre que nous devons à présent avancer, celle d'une archéologie interdite, où les fragments de mémoire sont non seulement enfouis par le temps, mais volontairement dissimulés. Il existe, dans l'ombre de la recherche officielle, un territoire fragile et dérangeant, celui des découvertes qui ne s'intègrent pas aux récits établis. Des objets qui semblent trop anciens, des ruines qui surgissent à des époques impossibles, des indices qui contredisent la chronologie acceptée. On les appelle parfois anomalies archéologiques, mais pour beaucoup, elles demeurent invisibles, reléguées aux marges, disqualifiées avant même d'être examinées, comme si une partie de l'histoire devait rester enfouie. Depuis le XIXe siècle, des récits circulent sur des artefacts retrouvés dans des couches géologiques trop anciennes pour appartenir à l'humanité connue. Outils de pierre polie enfouis dans des sédiments de plusieurs millions d'années, objets métalliques trouvés dans des veines de charbon, inscriptions sur des pierres que l'on jugeait naturelles. La plupart de ces récits furent rapidement rejetés comme erreurs ou fraudes, mais certains, trop troublants, persistent. Ils sont comme des éclats de mémoire refusant de disparaître complètement. Il y a aussi les ruines qui dérangent, des structures mégalithiques d'une taille et d'une précision qui semblent dépasser les capacités des sociétés auxquelles on les attribue. Des blocs de plusieurs centaines de tonnes, assemblés sans mortier, ajustés avec une exactitude millimétrique. À Baalbek, au Liban, les pierres cyclopéennes du socle de Jupiter intriguent encore. Qui a déplacé et ajusté de tels blocs ? À Sacsayhuaman, au Pérou, les murailles aux formes polygonales imbriquées défient notre compréhension. On parle d'artisans utilisant des outils rudimentaires, mais les pierres semblent sculptées comme de la cire, épousant des formes courbes d'une complexité vertigineuse. Dans d'autres cas, ce sont des cités entières qui posent le problème. Des sites comme Tiahuanaco, en Bolivie, paraissent bien plus anciens que ce que l'on veut admettre. Les alignements astronomiques de leurs monuments ne correspondent pas à l'époque attribuée, mais à des positions stellaires datant de plusieurs millénaires plus tôt.
comme si le site avait été bâti par une civilisation antérieure, puis réoccupé et modifié par d'autres. Mais ces hypothèses en ce moment-là sont rarement explorées car elles bousculent trop violemment le récit dominant. Il existe également des récits d'explorateurs et d'archéologues du passé, relatant des découvertes qui n'ont jamais été reconnues. Des inscriptions étranges dans des grottes, des objets impossibles, des cartes gravées montrant des continents engloutis. Ces témoignages, parfois consignés dans des journaux oubliés, dessinent une autre archéologie, non officielle, que l'on pourrait qualifier d'interdite. Interdite non parce qu'elle est illégale, mais parce qu'elle ne trouve pas sa place dans la trame établie. Pourquoi ces anomalies sont-elles si vite rejetées ? Peut-être parce qu'elles obligeraient à réécrire trop de choses. Les institutions, pour se protéger, préfèrent écarter ce qui ne cadre pas. Ainsi, les ruines qui dérangent sont expliquables par des coïncidences, les objets impossibles par des erreurs de datation, les récits par des légendes. Mais derrière ce silence se cache une vérité troublante. Notre vision de l'histoire est sélective. Elle repose sur ce que l'on accepte de voir, pas nécessairement sur tout ce qui existe. Il serait naïf, toutefois, de croire que toutes les anomalies sont authentiques. Beaucoup sont des inventions, des interprétations abusives, des illusions. Mais l'existence de fraudes n'annule pas la possibilité que certaines découvertes soient réelles, et ce sont précisément celles-ci, celles qui échappent aux explications faciles, qui alimentent en fait le sentiment d'un passé plus ancien, effacé volontairement ou involontairement de notre mémoire collective. Ce que l'on appelle archéologie interdite est donc un champ d'ombre. On y trouve des pierres gravées de symboles anachroniques, des statues représentant des animaux disparus, des récits de civilisations dont les noms ne figurent dans aucun manuel. L'exemple de Göbekli Tepe, longtemps ignoré, rappelle qu'une découverte peut bouleverser nos certitudes. Combien d'autres sites dorment encore sous la terre que l'on hésite à explorer parce qu'ils menaceraient le récit établi ? Le silence autour de ces découvertes n'est pas seulement scientifique, il est aussi culturel. Les civilisations aiment à se croire premières. Accepter que d'autres, avant nous, aient pu atteindre un haut degré de savoir et disparaître reviendrait à relativiser notre propre importance. Ce serait admettre que nous ne sommes pas l'aboutissement unique, mais un recommencement parmi d'autres. Une telle idée dérange les récits de puissance, les idéologies du progrès. Alors on préfère ignorer, dissimuler, minimiser. Pourtant, dans les marges, certains chercheurs continuent à s'interroger. Ils collectent ces fragments, ces anomalies, et tentent de les comprendre. Leur démarche n'est pas de bâtir des récits sensationnels, mais de poser une question simple. Et si l'histoire était plus ancienne, plus complexe, plus fracturée que nous ne le croyons, et si nos archives officielles n'étaient qu'une version partielle, édifiée sur ce que nous avons choisi de retenir, les peuples eux-mêmes, à travers leurs traditions, semblent confirmer cette intuition. Les Égyptiens parlaient pas de dynastie de dieux régnant avant les pharaons. Les Mayas et les Aztèques racontaient santé des âges successifs effacés par des catastrophes. Les Hindous décrivaient souvent des cycles cosmiques dépassant l'imagination. Ces récits, rejetés comme mythologiques, pourraient en réalité être les archives symboliques de ces civilisations interdites. Ainsi, l'archéologie interdite n'est pas un domaine marginal sans importance. Elle est la fissure par laquelle un autre passé se devine. Un passé qui, s'il était pleinement reconnu, transformerait notre conception du temps et de nous-mêmes. Peut-être que derrière ces anomalies se cache la preuve que nous ne sommes pas les premiers à avoir bâti des mondes, et que d'autres, avant nous, ont vu leur civilisation disparaître sans laisser de mémoire reconnue. Mais il y a une dernière dimension plus subtile. Et si ce silence n'était pas seulement dû à l'oubli ou au rejet, mais à un choix ? Et si certains savoirs avaient été volontairement dissimulés, préservés dans des cercles fermés, transmis de manière secrète ? Les traditions ésotériques, les sociétés initiatiques, les mythes hermétiques parlent souvent d'une connaissance primordiale transmise dans l'ombre. Peut-être est-ce là l'héritage d'une archéologie cachée, non pas interdite par hasard, mais gardée à l'écart volontairement. Nous sommes alors placés devant un paradoxe. Ce que nous appelons histoire n'est qu'une surface. Sous cette surface se trouvent des couches plus anciennes, fragmentées, dissimulées. Certaines ont été effacées par le temps et les catastrophes, d'autres peut-être par la volonté humaine. Mais toutes rappellent une même chose. Nous ne savons pas tout et ce que nous croyons certain repose sur un sol fragile. Ce constat ouvre une dernière étape de notre voyage.
car si l'histoire est faite de recommencements, si les civilisations fantômes, les langues mortes et les ruines interdites témoignent d'un âge plus ancien, que signifie cela pour nous aujourd'hui? Peut-être que le véritable enjeu n'est pas de savoir seulement ce que nous avons perdu, mais de comprendre ce que nous faisons, nous, de cette mémoire fragmentaire. C'est vers cette réflexion que nous conduit désormais le fil de notre quête, vers la confrontation de l'homme avec ses propres ruines et la possibilité de retrouver, dans le silence du passé, une mémoire commune. L'histoire, telle que nous la racontons, n'est pas un récit complet mais une fresque fragmentée, faite de silence, de pertes et de recommencements. À mesure que nous avons traversé les mythes, les ruines, les langues et les ombres interdites, une évidence se dessine. L'humanité n'est pas une ligne ascendante, mais une suite de renaissances après des effacements. Chaque cycle laisse des traces, un sanctuaire oublié, une carte impossible, une langue morte, une légende de déluge, qui ensemble forment un chœur de voix anciennes. Et dans ce chœur résonne une question profonde. Que faisons-nous aujourd'hui de cette mémoire brisée ? Face aux ruines de civilisations disparues, l'homme moderne se voit reflété comme dans un miroir. Nos villes, nos réseaux, nos savoirs semblent solides, mais ils reposent sur une fragilité que nous refusons souvent de voir. Nous croyons nos archives éternelles, nos bibliothèques inépuisables, nos technologies invincibles. Pourtant, un cataclysme, un bouleversement global suffirait à effacer en quelques siècles la plupart de nos traces, ne laissant que des fragments énigmatiques aux générations futures. Nous serions, pour ces héritiers, une civilisation fantôme, comme celle que nous découvrons sous le sable et la jungle. Peut-être est-ce là la leçon la plus importante. Les ruines des autres ne sont pas seulement leur passé, elles sont notre avenir possible. Elles nous rappellent que l'homme, aussi ingénieux soit-il, vit toujours au bord de l'oubli. Elles nous invitent à l'humilité. Mais elles nous invitent aussi à la reconnaissance. Car si tant de choses furent perdues, certaines ont survécu, portées par la ténacité des survivants. Les mythes de déluge, les récits d'âge d'or, les savoirs astronomiques inscrits dans les temples prouvent que l'homme a toujours cherché à transmettre, à sauvegarder quelque chose même après la catastrophe. Nous-mêmes sommes les héritiers de ces fragments. Nous portons en nous, souvent sans le savoir, des échos d'âges très anciens. Retrouver une mémoire ne signifie pas reconstituer une chronologie parfaite. Cela signifie écouter les murmures dispersés, le mythe qui répète une histoire commune, la pierre qui garde une orientation céleste, la langue qui contient une racine archaïque. Il s'agit moins de reconstruire que de reconnaître. Reconnaître que l'histoire humaine est plus vaste que nos manuels, qu'elle plonge dans des profondeurs où se mêlent faits, symboles et silence. Face à ses propres ruines, l'homme est tenté de chercher des certitudes. Mais ce que nous apprennent les vestiges, c'est que le passé ne livre jamais une vérité simple. Il nous offre plutôt une invitation. Contempler notre fragilité, accepter le mystère, admettre que nous ne sommes pas les premiers, ni peut-être les derniers. Cette conscience, loin de nous diminuer, peut nous ouvrir à une forme de sagesse. Peut-être que la véritable mémoire retrouvée n'est pas celle des faits précis, mais celle de la conscience de notre condition. Comprendre que les civilisations naissent, s'épanouissent et s'effondrent. Comprendre que chaque cycle laisse une empreinte dans la mémoire humaine. Comprendre que l'homme, malgré ses pertes, porte toujours en lui le désir de recommencer, de reconstruire, de réinscrire dans le monde sa quête d'éternité. Cette quête se lit dans la manière dont nous bâtissons aujourd'hui encore. Nos monuments modernes, nos satellites, nos archives numériques sont les héritiers de la même volonté, laisser une trace. Peut-être savons-nous, confusément, que tout peut s'effacer, et que nous devons inscrire nos pas, même fragiles, dans le sable du temps. Mais il existe une autre dimension, plus intime. La mémoire retrouvée n'était pas seulement collective, elle est aussi individuelle. Chaque être humain, lorsqu'il contemple les ruines, ressent un écho intérieur, comme si quelque chose en lui se souvenait. Devant une pyramide, un temple englouti, une pierre gravée, nous éprouvons une mélancolie étrange, une nostalgie d'un âge que nous n'avons pas vécu. C'est peut-être cela la véritable mémoire. Un sentiment inscrit dans la conscience humaine, la certitude diffuse que nous venons d'un passé plus ancien que celui que l'on nous raconte. Les ruines, alors, ne sont plus seulement des pierres. Elles deviennent des miroirs de l'âme, des rappels que nous sommes de passage, que nos mondes aussi peuvent tomber. Mais elles sont aussi des promesses. Même après la chute, l'homme renaît. La civilisation recommence, le feu s'éteint, mais une braise demeure, prête à rallumer la flamme. Vers une mémoire retrouvée, l'homme se tient entre deux abîmes,
l'oubli et la conscience. Il sait que tout peut disparaître, mais il sait aussi qu'il peut transmettre. Sa tâche n'est pas de croire qu'il est le premier, ni de désespérer d'être le dernier, mais de se reconnaître comme un maillon d'une chaîne immense, une chaîne qui traverse les cataclysmes et les renaissances. Ainsi, le voyage à travers les civilisations perdues, les cataclysmes, les mythes et les anomalies nous ramène à une évidence. Nous ne connaissons pas toute notre histoire, et nous ne la connaîtrons peut-être jamais. Mais ce manque n'est pas une faiblesse. Il est l'espace même du mystère, de l'émerveillement, de la quête. Dans ce vide, l'homme trouve la force de chercher, d'interroger, de bâtir à nouveau. Face à ses propres ruines, l'humanité comprend enfin que sa grandeur n'est pas dans la permanence, mais dans la résilience. Ce que nous appelons civilisation n'est qu'un chapitre d'un livre plus vaste dont la plupart des pages sont perdues. Mais chaque fragment, chaque mythe, chaque pierre nous rappelle que ce livre existe. Et c'est peut-être là, dans cette conscience d'un passé toujours plus profond que nous, que réside la véritable mémoire retrouvée. Car au bout du compte, l'homme ne cherche pas seulement à savoir d'où il vient, il cherche à se souvenir qu'il appartient à une histoire plus grande que la sienne, une histoire tissée de pertes et de renaissances, inscrite dans les étoiles, les ruines et les voies disparues. Une histoire qui, même brisée, continue de résonner dans le silence du temps.